L'histoire débute dans un monde enchanté, partagé par 9 races distinctes. Les dragonutes, les elfes, les anas, les nains, les démons, les elfes noirs, les centaures, les hommes bêtes et enfin, les humains. De ce monde est né un jeune aventurier, nommé Light. Désireux d'offrir une vie meilleure à sa famille, Light fait ses adieux à sa ville natale et part explorer le monde en quête d'argent et de puissance. Après avoir atteint une grande cité, Light est bousculé par la foule, mais il continue de chercher la guilde des aventuriers. Il entre dans la guilde et se présente à la réceptionniste, qui lui demande s'il souhaite s'inscrire en tant que nouvel aventurier. Alors qu'il acquiesce, elle lui explique qu'il commencera au plus bas rang F, et lui demande s'il possède une capacité spéciale. Light révèle qu'il possède une capacité de gacha illimitée, lui permettant de tirer des cartes aléatoires et de les invoquer. Après qu'il ait invoqué une fourchette cassée devant elle, la réceptionniste reste complètement sans voix. Embarrassé, Light tente de faire croire que les couverts ne sont pas la seule chose qu'il peut invoquer. Mais ses prochains tirages ne lui donnent qu'un tas de collations pourries. Light est déçu que sa chance ait décidé de le trahir au pire moment, et la réceptionniste confirme qu'il mérite amplement le pathétique rang F. Après avoir reçu sa carte d'aventurier, il lui demande des quêtes, et elle lui dit de chercher sur le tableau d'affichage des missions de la guilde. À la mention des offres d'emploi, Light se sent mal à l'aise, et la réceptionniste réalise qu'il ne peut pas lire le tableau, ressentant de la tristesse pour son semblable humain, si peu instruit. Elle lui lit les offres d'emploi, se sentant excité à l'idée de gagner de l'argent réel. Light accepte joyeusement ces tâches plutôt ennuyeuses. Après une journée de dur labeur, il obtient enfin suffisamment d'argent pour louer une chambre. Cependant, une bande d'hommes bêtes le renverse et commence à l'intimider. Alors que leur chef ramasse son argent, Light le supplie d'avoir pitié de lui, mais le froid homme-loup le repousse d'un puissant uppercut. L'homme-loup se moque de Light qui mendie de la petite monnaie et s'en va froidement avec sa bande hilar. Même la foule ignore Light alors qu'il est à terre, jusqu'à ce qu'une elfe bienveillante l'aide à se relever. Light est surpris par tous les aventuriers qui l'entourent, et il recule sous le choc. Voyant à quel point il est effrayé, l'elfe serre Light dans ses bras pour le réconforter, tandis que les passants se moquent d'elle. Alors que Light est choqué qu'une jolie elfe se soit salie pour lui, elle l'aide à se relever. Les aventuriers se présentent comme des membres de la concorde des tribus. Un homme bête nommé Garou explique que chaque membre représente l'une des 9 races, et l'elfe se présente comme Sacha. Elle présente ensuite Drago, Diablo, Obero, Nano, Sion et Centaure. Composant 8 des 9 races, Light apprend que la Concorde recherche un représentant humain pour montrer l'unité de tous les peuples de leur monde. Alors que Garou lui tend la main pour l'inviter, Light est stupéfait que quelqu'un ait besoin de son aide, puis accepte joyeusement son invitation. Bientôt, Light commence à explorer un donjon caverneux appelé l'Abysse avec son nouveau groupe. Une énorme bête vert tente de l'attaquer, mais Guru la découpe avant qu'elle ne puisse blesser Light. Un autre ver se faufile derrière Light, alors Sacha l'abat avec son arc. Elle réprimande Light pour son imprudence, lui rappelant qu'ils explorent le donjon le plus dangereux du monde. Sacha l'avertit qu'il pourrait mourir très facilement dans cet endroit. Elle s'assied et prend soin de ses blessures. Remarquant qu'elle agit comme sa maman, les autres membres du groupe commencent à taquiner Sacha pour gâter Light à ce point. Rougissant comme une tomate, Sacha prétend qu'elle n'aime absolument pas Light et affirme qu'elle essaye juste de protéger un camarade du groupe. Alors que les membres du groupe ignorent sa faible excuse, Sacha devient plus défensive. Cependant, Drago intervient et remonte le moral de Light, disant qu'il prépare un excellent thé pour leur équipe. Motivé par cela, le groupe s'enfonce plus profondément dans le donjon. Alors que le groupe s'arrête dans une impasse, Drago les interrompt. Light pense qu'ils vont faire une pause, alors il commence à leur préparer du thé. Cependant, Drago lui dit qu'ils n'ont pas besoin de thé, puisqu'ils sont en train de virer Light de leur groupe. Light pense que c'est une sorte de blague, mais Drago répète durement ses mots. Alors que Light reste stupéfait, Garou lui dit aussi qu'il est exclu. Light lui demande alors pourquoi il le lâche, Garou dit à Light que leur groupe n'a pas besoin de lui, et Sacha est dégoûté par sa stupidité. Même Seon et Nano commencent à se moquer de Light pour être si pathétique. Alors que les démons sont soulagés de pouvoir enfin se débarrasser de lui, Light demande pourquoi ils sont si cruels avec lui après toute la gentillesse qu'ils lui ont montrée plus tôt. Guru révèle qu'il faisait juste semblant d'être gentil pour le faire rejoindre leur groupe. Light se demande pourquoi leur puissant groupe avait besoin de lui. Et Drago répond que c'est à cause de sa capacité spéciale. Il explique qu'ils ont recruté Light dans l'espoir qu'il serait un maestro surpuissant, mais sa capacité est tout simplement trop nulle. Light souligne que sa capacité de gacha illimité n'a jamais été utile, et Guru est d'accord avec lui. Il se moque de Light, le traitant d'humain sans talent, et dit que son groupe n'a plus besoin de son poids mort. Sachant qu'il était un échec total, Sion se demande pourquoi il a fallu si longtemps à ses amis pour le laisser tomber. Pendant ce temps, Sacha est soulagé de pouvoir épouser son maître au lieu de finir avec ce pathétique gamin humain. Alors que Light se sent submergé par cette information choquante, Drago décide d'en finir avec lui.
après qu'il ait dit à Giroud de se débarrasser de Light. Celui-ci réalise enfin le danger dans lequel il se trouve. Observant leurs regards hostiles, Light comprend que son groupe va l'achever pour éviter qu'il ne devienne plus fort plus tard, et ne tente de se venger. Garou sort ses griffes et frappe la joue de Light, qui regarde le sang couler de la coupure. Alors que les membres du groupe observent froidement, Light s'enfuit en hurlant. Garou lui dit que les monstres de l'abysse le prendront pour leur brunch. Cependant, Sacha tire une flèche dans sa jambe pour l'empêcher de s'échapper. Luttant de douleur, Light s'effondre sous le coup et Garou prend plaisir à sa souffrance. Il s'approche et donne un coup de pied violent à Light dans l'estomac, le faisant tomber à nouveau. Il commence à tabasser Light mais Sacha l'arrête. Elle lui rappelle qu'ils doivent faire en sorte que la disparition de Light ressemble à un accident. Alors Garou lève sa griffe pour un coup final. Voyant sa fin approcher, Light rampe sur le sol, voulant continuer à vivre. Gourou est excité de le voir lutter si fort, alors que le faible garçon essaie de survivre face à une mort certaine. Soudain, la main de Light appuie sur un piège de téléportation, et Drago dit à Garou de l'achever avant qu'il ne s'active. Cependant, il téléporte Light en toute sécurité avant que l'homme bête ne puisse l'atteindre. Par la suite, Light se réveille ailleurs dans le donjon, souffrant toujours de graves blessures. Il pense que n'importe quel monstre aléatoire le dévorera, même s'il survit un peu plus longtemps. Alors que le froid glacial de la grotte lui rappelle sa famille aimante, il se met à pleurer. Light se souvient à quel point la Concorde avait été gentille après leur première rencontre, se demandant pourquoi ils étaient devenus si cruels. En pensant à leurs expressions froides après l'avoir emmené dans l'impasse, Light se sent enragé par leur trahison. Il se sent confus face aux puissants maîtres et aux supérieurs de la Concorde, se demandant comment il s'était retrouvé mêlé à des gens aussi fous. Sa confusion se transforme en fureur alors qu'il jure de se venger. Light se lève, déterminé à les abattre tous, mais sans un regard froid fixé sur son dos. Il se retourne et voit une bête Pinorphus de niveau 1 le traquer. Light se demande ce qu'un monstre aussi brisé fait ici et réalise que le piège l'a téléporté au niveau le plus profond de l'abysse. Alors que l'Ortrus s'approche de lui, Light pense à une évasion. Il commence à spammer désespérément sa capacité de gacha illimitée, priant pour un miracle. D'une dernière pression frénétique, Light invoque un immense cercle magique. Il regarde avec incrédulité alors que l'appareil de gacha libère une puissante aura, invoquant une fée ancienne. Reconnaissant Light comme son maître, la mystérieuse fée découpe le monstre comme un oignon. Les restes brisés du monstre tombent, et la fée atterrit gracieusement sur le sol. Devant les yeux choqués de Light, elle nettoie le désordre d'un simple mouvement de main avant de se retourner. La fée s'approche de Light et s'agenouille humblement. Avant de soigner toutes ses blessures avec sa magie, elle s'excuse auprès de Light de l'avoir guéri sans permission, car elle ne pouvait supporter de le voir blessé. Light se présente. Incrédule d'avoir tiré la fée la plus surpuissante du monde, la fée tombe amoureuse de son nom et commence à le répéter, avant de lui jurer une loyauté totale sans connaître son identité. Light demande maladroitement son nom, alors elle révèle qu'elle est la servante éternellement recherchée de niveau 99 999, nommée Mei. Mei explique qu'elle est une carte super ultra rare du gacha de Light. Light dit que le gacha ne produit que des déchets, pensant qu'il n'y a aucun moyen qu'il ait tiré une méchante aussi puissante qu'elle. Mei pense qu'il la mérite entièrement et le supplie de l'accepter. Voyant son visage pitoyable, Light accepte finalement, et Mei le remercie pour sa faveur. Elle demande ensuite à Light d'examiner sa capacité de gacha, et il est surpris qu'elle possède la compétence d'évaluation. Mei lui dit que ce n'est qu'une de ses capacités avant de lui demander à nouveau sa permission. Une fois que Light accepte, l'œil de Mei commence à briller alors qu'elle examine. Voyant que le gacha lui offre des couches de protection secrète, Mei est impressionnée par sa puissante capacité. Elle explique que le gacha semblait inutile parce que Light se trouvait auparavant dans des zones sans mana. Cependant, dans l'abysse surchargé, le gacha a absorbé le mana autour de lui et a augmenté ses chances d'obtenir une carte rare. Elle explique tous les rangs des cartes gacha illimitées, du rang extra le plus élevé et super ultra rare, jusqu'au normal et à l'erreur. Light ne comprend toujours pas, alors Mei lui dit qu'en surface, il n'aurait jamais pu obtenir de bons tirages à cause du mana rare autour d'eux. Elle félicite Light d'avoir compris le pouvoir du gacha et d'être entré dans l'abysse pour augmenter ses chances d'obtenir un tirage rare. Cependant, Mei note qu'il était incroyablement dangereux pour lui de s'aventurer seul, et il lui fait remarquer qu'elle se trompe. Light révèle qu'il est entré dans l'abysse avec son groupe, mais qu'ils l'ont trahi et ont torturé son corps. En pensant à leurs cruels abus et moqueries, il se met à pleurer en racontant son histoire à Mei. Light se souvient comment son ancien groupe se moquait de lui, le traitant d'humain pathétique. Il se plaint de leurs cruelles moqueries, disant qu'il essayait juste de gagner honnêtement sa vie pour sa famille, mais le regarde exprimer ses sentiments, complètement dévasté par la trahison brutale du groupe. Finalement, Light tombe à genoux de douleur
disant qu'il ne pardonnera jamais aux bêtes cruelles de l'avoir blessé. Il serre la flèche de sa jambe en versant des larmes, et May le serre silencieusement dans ses bras. Dans sa chaude étreinte, Light se calme et arrête de pleurer. May lui dit qu'elle ne pourra jamais comprendre la profondeur de sa souffrance, mais qu'elle utilisera tout son pouvoir pour donner à la Concorde la rétribution qu'elle mérite. Alors que Light la regarde sous le choc, May jure de les aligner tous devant lui en un instant. Alors qu'il l'arrête et se lève, May pense qu'il est trop gentil pour son propre bien. Elle lui dit de ne pas être si miséricordieux, mais Light lui répond qu'il s'est retrouvé dans cette situation à cause de sa propre faiblesse. Il dit à May qu'il ne veut pas abuser de son pouvoir pour se venger. Jurant de devenir plus fort et de punir la Concorde de ses propres mains, Light pense que May ne croira pas à ses fantasmes irréalistes, mais elle promet de soutenir son objectif sans aucune hésitation. Après que May lui ait dit qu'elle avait une confiance totale en ses capacités, Light sourit de joie. Elle lui rend son sourire avant que Light n'utilise son gacha pour invoquer un autre outil surpuissant dans l'abysse. May observe fidèlement Light commencer à bâtir son empire. Alimenté par le mana infini de l'abysse, 2 gigantesques cercles magiques entourent le Light, invoquant les outils ultimes pour sa quête de pouvoir. Après 3 ans de dur labeur, Light a bâti un royaume somptueux avec toutes ses nouvelles fées. Alors qu'il traverse les couloirs de son château, toutes les servantes le saluent avec soumission, espérant obtenir une attention spéciale. Agacée par leurs regards étranges, May demande à Light si elle doit faire taire les fées bruyantes. Light ne s'en soucie pas, car il pense qu'elles ne font que lui montrer leur amour. Après avoir quitté le château, Light traverse la ville où tous les commerçants le saluent avec des mots amicaux. Alors que les commerçants demandent à Light de réapprovisionner leurs fournitures, May prend note mentalement de résoudre leurs problèmes plus tard. Ensuite, Light lui demande ce que font ses autres fées. Alors May l'informe qu'une fée nommée Aoyuki explore l'abysse. Satisfait, Light pense qu'Aoyuki devrait bien s'en sortir dans l'abysse en tant que dresseuse de génie. Ensuite, il s'enquiert de la fée chercheuse nommée Ellie et apprend qu'elle développe des sorts magiques pour augmenter son pouvoir. Light se sent coupable de faire travailler Ellie si dur pour lui et demande à May ce que fait leur combattante nommée Nizuna. May est contrariée que Nizuna ne fasse que patrouiller l'intérieur du château, même si ses capacités de combat sont très élevées. Cependant, Light pense qu'elle est parfaite pour le poste, se promenant avec sa personnalité joyeuse. Ensuite, Light retourne au château, où son dernier héros de niveau 99 999, nommé Jack, le salue par son prénom. Cela met May en colère, qui rappelle à Jack de respecter leur maître. Light lui dit que cela ne le dérange pas comment Jack l'appelle, et part s'entraîner avec lui dans le donjon. Après l'avoir averti qu'il ne se retiendra pas, Light se prépare à charger Jack, qui est prêt à l'affronter. Il se précipite à ultra vitesse et frappe l'estomac de Jack, ce qu'il projette de quelques mètres en arrière. Sachant que seul son corps est assez fort pour résister à l'attaque de Light, Jack est surpris par sa puissance. Il attaque également Light, et les deux commencent une bataille féroce. Pendant ce temps, Nizuna continue de marcher dans les couloirs sûrs du château, agissant comme si elle protégeait les servantes des dangereux criminels. Alors que Nizuna dit aux servantes qu'elle accomplit une mission très importante pour Light, elle la loue comme une enfant gâtée. Alors que Nizuna prend la grosse tête de tous leurs éloges, les servantes lui demandent où elle va ensuite. Elle leur dit qu'elle n'a pas encore décidé, alors elle lui demande de patrouiller un endroit secret pour elle. Se demandant quel genre d'endroit c'est, Nizuna accepte de les aider. Bientôt, elle frappe à la porte de la chambre de Light, d'où May sort. Elle demande à Nizuna si elle a besoin de quelque chose, alors Nizuna lui dit qu'elle patrouille la zone. May lui dit qu'elle n'a pas besoin de sa sécurité dans la chambre, mais Nizuna devient curieuse de ce qu'elle fait. Elle demande à May pourquoi elle est dans la chambre de Light alors qu'il est dehors à combattre Jack, et May fait comme si elle nettoyait juste la pièce. Cependant, Nizuna ignore les bavardages de May et entre directement dans la pièce. Remarquant le lit en désordre, elle pense que May s'y roule et renifle l'odeur de Light comme une perverse. Pour protéger sa dignité, May dit à Nizuna que ce n'est qu'une technique de nettoyage secrète, et la chevalière écervelée croit facilement son histoire inventée. Alors que May est soulagée que Nizuna ne soit pas la plus futée, elle commence à fouiller dans son armure pour trouver un message des servantes. Après avoir trouvé la lettre, elle la lit à voix haute, informant May que toutes les autres servantes sont en colère contre elle pour avoir accaparé la chambre de Light. Alors que Nizuna lit la dernière partie du message, elle se demande pourquoi toutes les servantes maudissent May. L'innocente Nizuna pense qu'elle la maudisse pour l'aider à développer une immunité, et May lui dit qu'elle s'occupera elle-même des servantes. Ensuite, elle donne de l'argent à Nizuna pour avoir livré le message, et celle-ci accepte joyeusement et s'en va. Par la suite, Nizuna se rend au marché et prend un tas de délicieuses friandises à manger. En mangeant, elle trouve Aoyuki assise sur un balcon. Après avoir appris qu'Aoyuki a terminé son exploration, Nizuna l'avertit qu'elle ne partagera pas sa nourriture. Comme Aoyuki continue de miauler en réponse, Nizuna est confuse,
Elle se demande ce que dit la fille chat et essaie de deviner qu'elle a eu des ennuis dans la forêt. Alors que Nizuna propose de l'aider, Aoyuki s'agace et révèle qu'elle a déjà fini de faire une carte de toute la zone. Cela surprend Nizuna, qui commence à frapper joyeusement la fille et la réprimande de ne pas avoir expliqué plus tôt. Ensuite, elle retourne pour recommencer à faire des bêtises. Laissant Aoyuki épuisé, Nizuna se dirige vers la salle du trône du palais et s'assure que personne ne regarde. Elle grimpe sur le trône vide de Light, se sentant triste qu'il ne soit pas là pour la voir. Cependant, ses mouvements négligents cassent un morceau du trône et elle le remet discrètement en place avant de se téléporter hors de la pièce. De retour dans le donjon, Light et Jack échangent des coups une dernière fois. Jack lui dit qu'il devrait arrêter et se reposer, et Light est d'accord. Une fois dans le bain chaud, Jack félicite Light d'avoir maîtrisé son pouvoir. Light attribue cela à l'enseignement de Jack, mais Jack, confiant que peu peuvent l'égaler au palais, avertit Light de ne pas être trop confiant, car il pourrait encore y avoir quelqu'un en surface assez fort pour le défier. Light acquiesce, promettant qu'il ne sous-estimera jamais ses adversaires, tout en obtenant sa vengeance. Pendant ce temps, dans le bureau de Mei, toutes les fées servantes se tiennent nerveusement en attendant ses ordres. Mei leur demande si elles savent pourquoi elles sont en difficulté, et les servantes essaient de faire semblant d'être innocentes. Alors que Mei lit le contenu de leurs lettres à voix haute, elles sont terrifiées par elle et reculent contre les murs. Elle demande aux servantes ce qu'elles voulaient dire par leurs lettres, et elles disent qu'elles essayaient juste de réduire son fardeau. Cependant, Mei souligne qu'elles l'ont maudite 3 fois à la fin, ce qui les laisse sans voix. Elle réprimande également les servantes pour avoir utilisé Nizuna comme bouc émissaire. Ensuite, Mei retourne à sa chaise et annonce qu'elle rejette leur appel. Avant de leur ordonner de nettoyer le long couloir menant à la salle du trône, les servantes acceptent leur punition, mais quand Mei leur dit qu'elles devront tout faire à main nue, elles sont complètement stupéfaites. Les servantes protestent contre la punition, mais Mei dit que puisqu'elles retournent à la surface, elles doivent assurer la couverture en son absence. En ville, Nizuna regarde avidement une belle armure. Ellie s'approche d'elle, surprise que la garde du château se promène. Elle demande si Nizuna veut des bonbons, mais la chevalière pointe l'armure. Elle interroge Ellie sur sa recherche, et Ellie explique qu'elle rentre, puisque son travail est terminé. Ellie pense que Nizuna est une idiote, puisqu'elle n'a pas pu comprendre cela seule, mais Nizuna n'est pas d'accord, pour lui prouver le contraire. Nizuna dit que 1 x 3 font 4. Ellie se moque d'elle, la traitant de plus bête qu'une étoile de mer, alors Nizuna rétorque que seules les personnes stupides insultent l'intelligence des autres. Cependant, Ellie commence à se vanter d'avoir pris le thé avec Light, pensant qu'il l'invitera ensuite dans sa chambre. Cela rend Nizuna jalouse, qui veut aussi prendre le thé avec son maître. De retour dans la chambre des servantes, elles sont en colère contre la punition de Mei. L'une d'elles se demande comment se débarrasser de leur chef agaçante et suggère de l'empoisonner. Après que sa partenaire lui ait rappelé que Mei est immunisée contre le poison, elles se testent toutes, se demandant quoi faire. Frustrée de ne pas pouvoir nettoyer la chambre, la servante en chef recommence à se plaindre. Ses amis sont d'accord, voulant renifler son odeur comme Mei. Leur amie étrange fantasme de lécher la cuillère usagée de Light et elle la traite en toute de folle. Cependant, elle leur reproche d'avoir les mêmes désirs, et les hypocrites admettent sans vergogne qu'elles feraient la même chose. Ensuite, les servantes pensent à Mei étant la première fée que Light a invoquée, se souvenant qu'il lui a fallu 3 mois de plus pour invoquer Aoyuki. Elles se demandent si Mei a fait des choses étranges, pendant qu'elle était seule avec Light. À cette réalisation, toutes les servantes se mettent à pleurer de ne pas avoir eu la chance de réaliser leur désir avec leur maître et décident de maudire Mei pour toute l'éternité. Cependant, alors qu'elles commencent leur séance de malédiction commune, Mei entre dans la pièce. Les faisant toutes taire, les servantes lui demandent pourquoi elle n'est pas dehors pour accomplir sa mission, et Mei explique qu'elle était justement sur le point de sortir quand elle les a entendus prier pour elle. Elle entre dans la pièce, leur demandant pourquoi elle la maudissait, se sentant terrifiée par son pouvoir. Toutes commencent à lui jurer une loyauté éternelle, une par une. Cependant, Mei répète leur malédiction, ce qui les fait taire à nouveau, les laissant sans voix. Finalement, l'une des servantes avoue qu'elles étaient simplement jalouses de tout le temps supplémentaire qu'elle passait avec Light. Mei leur dit que pendant les 3 mois qu'elle a passé seule avec Light, elle ne l'a fait qu'éduquer et entraîner au combat. Rien de plus. Après avoir expliqué qu'elle n'avait jamais rien fait de bizarre avec lui, Mei dit qu'elle est revenue, car elle estimait que sa punition était trop sévère. Cependant, après avoir entendu les malédictions ingrates des servantes, elle pense avoir pris la bonne décision. Mei redouble d'efforts et augmente leur punition pour y inclure la salle du trône également. Les servantes la supplient piteusement d'avoir pitié. Alors que Mei leur rappelle qu'elles ont le temps libre de la maudire dans leur chambre, les servantes acceptent enfin leur sort. Après avoir reçu leur punition, les servantes se dirigent rapidement vers la salle du trône pour la nettoyer, se plaignant toujours de n'avoir rien fait de mal.
Elles se demandent si elles pourront même finir le nettoyage avant le lendemain, c'est une tâche immense. Soudain, la servante étrange touche la partie que Nizuna a cassée, et elle se fissure et tombe devant leurs yeux horrifiés. Pendant ce temps, Nazuka s'allonge sur son lit pour passer une bonne nuit de sommeil, ignorant qu'elle vient de condamner toutes les servantes au purgatoire. Triste de n'avoir pas pu voir Light, elle se demande pourquoi il ne l'envoie pas simplement à la surface pour nettoyer les gars qui l'ont blessé. Après avoir exprimé ses émotions, Nazuna ferme les yeux pour dormir, espérant un meilleur lendemain. Le lendemain, alors que Light sort pour entrer dans le donjon, il entend Ellie se disputer avec Nazuna. Quand il ouvre l'entrée, Nazuna se précipite pour le saluer. Pensant que son vœu de l'heure du coucher a été exaucé, Ellie pense que Light ne se soucierait jamais d'elle. Alors qu'Aoyuki s'approche de lui comme un chat, et qu'il commence à lui gratter le menton, les autres filles sont jalouses de l'attention spéciale qu'elle reçoit. Ellie invite Light dans sa chambre, mais il l'ignore, et dit aux filles qu'il a des affaires dans le donjon. Soudain, une bête infernale s'approche du groupe, faisant trembler Light de stress. Alors qu'il se souvient de la première fois qu'il a vu cette bête, Light se sent traumatisé. Tandis que toutes les servantes deviennent très sérieuses, Nizuna avertit la bête qu'elle la transformera en saucisse pour avoir blessé son maître. Alors qu'Ellie pense qu'elles doivent éteindre son espèce, même Aoyuki accepte d'éliminer chaque chien de l'enfer du monde, et la bête commence à gémir comme un chien sous leur pression, complètement intimidée par leur détermination. Light dit aux filles de reculer car il va bien et s'approche du chien de l'enfer. Sachant que les filles auraient vraiment effacé sa lignée, il caresse le chien, tandis qu'Ellie lui demande ce qu'il est venu faire ici, curieuse de ses intentions. À ces mots, Light se souvient que Mei lui a annoncé que leur première proie est prête. Toutes les filles sont excitées, prêtes à aider leur maître. Light sort, se préparant à commencer sa vengeance avec le premier des 8 concordes impitoyables qui l'ont trahi. Pendant ce temps, dans la ville natale de Garou, les villageois le lèchent sans vergogne pour entrer dans ses bonnes grâces. Alors qu'il traverse la ville avec arrogance, Garou remarque un pauvre humain essayant de fouiller des ordures, et il le frappe juste pour s'amuser. Puis il se dirige vers une taverne et commande un festin avec ses laquais, qui le félicitent d'avoir gravi les échelons en tant qu'orphelin et d'avoir amélioré le statut de leur tribu de loups. Garou pense qu'il est devenu fort grâce à son sens naturel de la perception en tant qu'homme bête, mais ses laquais soulignent que son sens de la perception est le plus fort parmi eux, sans aucun doute. Approuvant leur point de vue, Garou admet qu'il peut toujours sentir quelles missions ont les meilleures récompenses. Il est donc toujours capable de gagner de l'argent rapidement. Curieux, les laquais lui demandent combien d'argent il a gagné en chassant Light il y a 3 ans, mais il dit que c'était une mission secrète de la Fédération, donc il ne peut pas en parler, c'est confidentiel. En y repensant, Garou a l'impression que tuer Light était le travail le plus facile de tous les temps. Il pense que même si Light s'est téléporté, il n'y avait aucune chance qu'il survive à l'abîme dangereux par la suite, c'était une mort certaine. Cependant, alors qu'il se souvient que tous les pays de leur monde recherchent un maestro, il se demande pourquoi ils sont si importants. Soudain, sa queue frissonne d'un sentiment de danger, et Garou décide de ne pas trop penser aux secrets profonds, c'est plus sûr. Alors que ses laquais continuent de commander des boissons sans se soucier de rien, Mei interrompt leur discussion. Quand elle essaie de parler à Garou, ses laquais commencent à lui crier dessus pour avoir parlé à leur maître sans permission, c'est inacceptable. Il les fait taire et demande à Mei ce qu'elle veut. Alors elle se présente comme la première servante de Light. À sa mention, Garou est choquée, et elle lui dit qu'elle cherchait son maître disparu avec une grande inquiétude, mais explique que Light est en fait issu d'une famille noble, et que sa famille le recherche activement. Garou refuse de croire qu'un lâche inoffensif comme Light puisse être issu d'une famille noble, c'est impensable pour lui. Mais après que Mei insiste, il décide de l'écouter. Alors qu'il est excité à l'idée de gagner de l'argent, Mei verse des larmes, disant que son maître a peut-être péri dans l'abîme perfide. Devant les yeux choqués de tous, elle offre une mallette pleine d'or pur. Si Garou l'aide à voir l'endroit où Light a été vu pour la dernière fois, se sentant toujours comme un piège. Garou accepte le travail car il pense que Mei ne peut pas le menacer en tant qu'humaine. En surface, il agit comme si Light était un frère de son groupe et qu'il l'aiderait à le voir même sans l'argent, versant des larmes de crocodile. Mei remercie Garou pour son offre généreuse. 1 mois plus tard, il emmène Mei à l'abîme. Une fois qu'ils atteignent enfin le donjon, Mei transpire abondamment, l'air épuisé par tout le voyage. Alors que Garou la regarde, il ressent une faim malveillante de terminer la mission et d'utiliser le corps affaibli de Mei à son avantage sur la tombe de son maître. Une fois qu'ils atteignent enfin l'endroit où le Concorde a trahi Light, Garou dit à Mei que c'est là qu'il a perdu son ami à cause d'un monstre. Alors qu'elle tombe à genoux de désespoir, Garou s'excuse pour la négligence de son groupe, qui a conduit à la perte de leur ami. Il fait signe silencieusement à ses sbires, qui bloquent la sortie de la grotte. Alors que Garou pense qu'il va passer un bon moment avec la fille idiote, soudain, la voix de Mei devient froide. Elle dit que c'est dommage que son maître ait été amené dans un donjon dangereux, seulement pour être trahi par les membres de son groupe. Des ordures. En entendant ces mots froids, un frisson parcourt l'échine de Garou, et il recule avec prudence.
Alors que ses laquais regardent avec confusion, Garou réalise que Mei lui tente un piège, une ruse bien orchestrée. Puisque personne ne sait ce qui est arrivé à Light, à part le Concorde et leur supérieur, pensant qu'elle est une espionne d'un autre pays, Garou demande l'identité de Mei. Elle ricane, disant qu'elle n'est loyale qu'à son maître, Light et à personne d'autre. Après avoir déclaré qu'elle ferait payer Garou pour ses crimes, Mei regarde en arrière avec un regard féroce qui le laisse paralysé de peur, pensant que les femmes humaines ne sont que des morceaux de viande à utiliser, sans plus. Garou est choqué que Mei ait le pouvoir de le menacer. Alors que Mei le regarde comme un déchet, Garou pense qu'il est mort. Cependant, une silhouette encapuchonnée apparaît soudainement et l'arrête avant qu'elle ne puisse agir, c'est inattendu. Alors que Light annonce qu'il se vengera de Garou lui-même, les sbires de Garou commencent à se moquer de lui pour les avoir menacés en tant qu'humain pathétique. Regardant avec horreur, Garou est sans voix. Alors que Light retire sa capuche pour révéler son visage, c'est bien lui. Il sourit et salue la meute de Garou. Alors que les sbires se demandent qui il est, sachant que Light n'est que de niveau 15, Garou commence à rire de ses idées de se venger d'un monstre de niveau 150 comme lui, c'est ridicule. Non amusé, Light regarde Garou menacé d'utiliser son cadavre comme tremplin pour ses réalisations. Cependant, Light souligne qu'au lieu de le menacer négligemment, Garou aurait dû être plus prudent et demander comment il a survécu à l'abîme terrifiant. C'est la vraie question. Garou est d'accord, mais pense qu'il ne peut pas le menacer même avec l'aide de Mei. Pensant que Light a eu de la chance de la rencontrer, il est confiant qu'ils ne peuvent pas survivre contre sa meute de sbires de niveau 130, c'est impossible. Alors que Light est d'accord avec Garou, ses sbires se précipitent pour l'attaquer. Soudain, un tas de membres volent en l'air, après que Mei ait découpé les chiens sans effort. Après avoir déclaré que quiconque la menace sera transformé en nourriture pour chiens, Mei garde la sortie du donjon pour empêcher Garou de s'échapper. Alors que ses sbires restants commencent à paniquer, Garou leur dit que Mei n'a utilisé qu'une attaque furtive pour les prendre au dépourvu, soulignant que les humains peuvent être bien plus forts que son imagination. Light se moque de Garou pour être si délirant. Cependant, Garou refuse avec arrogance d'accepter la réalité et dit qu'il montrera à Light le vrai pouvoir des hommes bêtes. Light devient silencieux. Pensant à la discrimination que les humains doivent affronter à cause de leur faiblesse, Garou pense qu'il est très naturel que les autres races soient d'un supérieur, mais Light lui rappelle que sa servante vient de démembrer ses sbires. C'est un fait. Garou dit qu'elle a dû tricher avec un objet magique et charge Light pour le faire taire. Cependant, Light les repousse tous facilement avec son bâton. Au sol, Garou lutte pour retrouver ses esprits, alors que Light s'approche de lui et se moque de lui pour avoir perdu si facilement. Sentant sa fierté blessée, Garou se lève et saute en arrière, se prépare à lui donner une leçon avec son pouvoir ultime. Il utilise un cristal magique pour invoquer un puissant Fenrir de niveau 500, mais Light reste impassible face à la bête magique, sans aucune émotion. Le voyant si calme, Garou pense que Light a perdu la tête de peur. Il nargue Light de se mettre à genoux et de supplier pour sa vie. Mais Light lui dit qu'il restera debout au même endroit pour laisser son Fenrir attaquer, c'est sa décision. Enragé par sa provocation, Garou ordonne à sa bête d'attaquer, et elle commence à charger un puissant sort. Avec un rugissement fort, le Fenrir déchaîne un faisceau magique sur Light qui reste debout sur place, imperturbable. Alors que la fumée se dissipe, Garou est confiant que son monstre a vaporisé Light. Cependant, sa mâchoire tombe après que Light apparaisse complètement indemne de l'explosion. Light se moque du Fenrir de Garou pour n'avoir fait que soulever un tas de poussière dans l'air, c'est tout. Alors que les hommes bêtes regardent avec une horreur totale, alors que Garou réalise à quel point il est en difficulté, Light lui dit qu'il va lui montrer un vrai Fenrir cette fois. Il sort une carte ultra rare qui invoque un empereur Fenrir de niveau 9000 qui éclipse complètement le chien pathétique de Garou, c'est incomparable. Sur l'ordre de Light, son Fenrir souffle un air doux qui vole vers le Fenrir de Garou et gèle tout son corps. La glace se brise devant les hommes bêtes, anéantissant le faux Fenrir et tout soupçon de la fierté restante de Garou, c'est la fin. Gémissant comme un chiot, Garou demande à Light si le puissant Fenrir était son atout, mais Light lui dit qu'il aurait pu facilement vaincre le Fenrir lui-même. Il révèle enfin son vrai niveau de 99 999, laissant Garou trembler de peur, complètement terrifié. Alors que ses sbires murmurent que les humains ne peuvent atteindre que le niveau 100, Garou pense que Light est un imposteur d'une autre race, agissant comme un humain. Soulignant que Light a toujours le corps d'un enfant, c'est étrange. Il dit que n'importe quel humain aurait grandi en 3 ans. Light révèle qu'il porte un bracelet de jeunesse qui l'empêche de vieillir, afin qu'il puisse toujours se souvenir de la douleur qu'il a subie il y a 3 ans, c'est sa façon de se souvenir. En regardant les yeux froids de Light, Garou croit enfin qu'il est la vraie personne d'il y a 3 ans, sachant qu'il ne peut rien faire contre son pouvoir. Garou décide de s'humilier et de supplier pour sa vie. C'est sa seule option. Il dit à Light qu'il n'agissait que sur les ordres de quelqu'un il y a toutes ces années, et blâme ses sbires d'avoir essayé d'attaquer Mei. Ses sbires enragés lui crient dessus pour les avoir jetés sous le bus, c'est une trahison. Mais Garou les ignore
et demande à Light de la pitié. Light lui demande qui sont les maestros, et Garou dit que la Fédération lui a ordonné, ainsi qu'aux autres, de les rechercher. Alors que Light demande pourquoi il recherche des maestros, Garou explique qu'on ne lui a pas dit la raison, c'est un secret. Puis Light exige de savoir pourquoi ils ont essayé de se débarrasser de lui après s'être assuré qu'il n'était pas un maestro, et Garou reste silencieux une fois de plus. Il jure qu'il ne sait vraiment rien, mais ses sbires affirment qu'ils ont des informations pour sauver leur vie, c'est leur dernière chance. Cependant, May les coupe tous en morceaux pour avoir menti, puis Light tourne son attention vers Garou, disant qu'il a une autre question. Il demande à Garou s'il pourrait gagner une guerre contre toutes les races avec son pouvoir, c'est un défi de taille. Mais avant que Garou ne puisse répondre, Light lui rappelle que Mii peut voir à travers les mensonges avec sa compétence Wild de vérité. Terrifié, Garou admet que même avec ses statistiques écrasantes, il ne pourrait pas vaincre les 9 races seules, car elles ont passé des centaines d'années à stocker des armes, des armures et des objets magiques. C'est une force colossale. À sa réponse, Light hoche la tête, convenant qu'une seule personne ne peut pas affronter le monde entier, même si elle atteint le niveau 9019. Cela laisse Garou confus, et Light lui dit qu'il a d'autres questions pour lui, une fois qu'ils arriveront à sa base, c'est une promesse. Il utilise une carte de téléportation qui les entoure tous et les emporte, laissant le sol du donjon dans un désordre sanglant. Après avoir ouvert les yeux, Garou regarde autour de lui pour se retrouver entouré de figures puissantes partout, c'est impressionnant. Toutes les bêtes puissantes, les servantes et les soldats rendent hommage à Light alors qu'il avance vers son trône. Après que Light ait gravi les escaliers et se soit assis sur son trône, Light a dit à ses serviteurs de se tenir droit et de montrer leurs statistiques, c'est un ordre. Tous les serviteurs ont libéré leurs auras. Avec tout le monde à des milliers de niveaux, chacun au-delà de la compréhension de Garou. Même les gardes les plus bas sont au niveau 1500, tandis que les principales servantes de Light sont toutes au maximum à 9989, c'est incroyable. Il dit à Garou que ce sont tous ces soldats qu'il a préparés au cours des 3 dernières années, demandant si les forces sont suffisantes pour vaincre tous les royaumes à la surface. Alors que Garou lutte pour garder sa santé mentale, Light répète sa question, mais il obtient sa réponse de l'horreur absolue sur le visage de l'homme bête, c'est évident. Il sourit et dit à Garou que ce désespoir écrasant est sa punition pour ce qu'il a fait, tandis que Garou pense qu'il peut anéantir le monde en un clin d'œil. Les larmes aux yeux, il pense que c'est la personne la plus forte du monde et pense même qu'il est comme une divinité, un être suprême. Alors que Light remarque son expression, Garou lui demande s'il essaye de devenir un dieu. Serrant son bâton, Light dit qu'il pense que c'est une bonne idée. À ses yeux, les gens qui ont essayé de le blesser lui cachent tous quelque chose, alors il pense qu'il deviendra divin. Si c'est ce dont il a besoin pour obtenir ses réponses, c'est sa quête. Light invoque son cadeau gacha, disant qu'il lui donne le pouvoir de contrôler le monde, et déclare qu'il jugera si le monde mérite une punition basée sur les réponses qu'il lui donnera, c'est une sentence. Avec son empire prêt à combattre, il ordonne à ses soldats de sortir de l'abîme, commençant leur marche de guerre contre les 9 races. Le lendemain, la première chose que Light fait, après être allé à la surface, est de visiter sa ville natale. C'est un retour aux sources. Light court avec impatience pour saluer sa famille, mais tout le monde est horrifié de voir le village entier rasé par un groupe maléfique. Après ce revers traumatisant, Light érige une tombe spirituelle pour sa famille disparue, c'est un hommage poignant. Alors qu'il rend hommage à tout le monde, Light est reconnaissant de n'avoir pas trouvé les corps de ses frères et sœurs, il pourrait donc encore être en vie. Derrière lui, un chevalier appelé Gold lui dit de se dépêcher, car il n'a pas toute la journée pour pleurer pour lui. C'est un peu rude. Nemomu est offensé par les commentaires insensibles de Gold sur leur maître. Alors qu'ils se disputent tous les deux, Light se demande s'ils s'aiment, ou s'ils sont vraiment juste des arches-ennemis. Pendant ce temps, Gold souligne qu'être trop poli peut paraître faux, et personne ne veut dormir en plein air dans les champs d'herbe, c'est une réalité. Cependant, Nemomu est totalement prête à passer du temps avec Light partout où il va. Sa détermination blesse la fierté de Gold, qui déclare également qu'il suivrait son maître jusqu'aux fosses les plus profondes des enfers puisqu'il lui a juré une loyauté complète, c'est un engagement total. Pourtant, il n'a pas envie de dormir à la belle étoile, et Light interrompt la conversation, leur rappelant qu'ils doivent découvrir qui a détruit son village. Ils pensent que bien que leur puissance militaire soit suffisante pour vaincre toutes les 9 races combinées, ils ne devraient non pas agir avant d'en avoir appris davantage sur les forces cachées des autres nations, c'est une stratégie prudente. Dans l'esprit de Light, la destruction de son village est également liée au pouvoir caché du monde qui s'intéresse à son statut de maître. Enragé par la perte de ses parents, Light libère une aura sanguinaire, mais Gold lui rappelle de la maîtriser, c'est important. Il accepte et met un accessoire de masque de fou à son identité, promettant à ses parents qu'il les vengera. Une fois les préparatifs terminés, le trio commence à voler vers la ville de Dogas, c'est le début de leur voyage. En chemin, Nemomu appelle accidentellement Light par son vrai nom, alors Gold lui rappelle qu'elle devrait l'appeler Dark pour cacher sa véritable identité aux 9 races. Light pense qu'il devrait augmenter son rang d'aventurier en tant que Dark afin d'obtenir plus d'informations secrètes de la guilde, c'est une bonne tactique. Ses 2 serviteurs sont d'accord avec son plan et ils aperçoivent bientôt la ville de Dogas.
Afin d'éviter de faire une scène, ils atterrissent au sol et parcourent le reste du chemin à pied. Cependant, ils rencontrent un groupe de bandits qui agressent un pauvre marchand et son fils, c'est une mauvaise rencontre. Les bandits remarquent immédiatement le chevalier doré brillant qui les regarde et l'interpellent instantanément. Nemomu se met en colère contre Gold pour avoir causé des problèmes, mais il rit et ligote facilement les bandits, c'est un jeu d'enfant pour lui. Ravi d'être sauvé, le marchand remercie Light et son groupe en leur permettant de monter dans sa calèche jusqu'à Dogas. Pendant qu'il roule, le fils du marchand félicite Gold et Nemomu d'avoir vaincu les nains si facilement, mais elle lui dit que leur maître est encore plus cool qu'eux, c'est une évidence. Pendant ce temps, le marchand est curieux de savoir si le groupe de Light est un groupe expérimenté qui explorera le donjon de Dogas, puisque c'est la spécialité de la ville. Light lui dit qu'ils ne sont pas encore enregistrés, c'est une information importante. L'homme est choqué d'entendre cela, et leur offre des informations sur les pays du monde. Il s'avère que Dogas est une ville à la frontière sud du royaume nain, qui est à côté du royaume humain à l'est et du royaume elfique au sud, c'est une position stratégique. Bien que les trois royaumes aient eu des différends par le passé, le donjon de Dogas a un excellent butin, ce qui a attiré des aventuriers de partout. Il termine son explication, ils atteignent la porte de Doga, et le groupe de Light descend pour parcourir le reste de la distance à pied. Avant de partir, le marchand se présente comme le colonel et invite leur groupe à passer la nuit dans son auberge, s'ils ont besoin d'un endroit. Pendant ce temps, ils commencent à se diriger vers la guilde des aventuriers, remarquant toutes les forges naines en chemin. C'est une ville animée. Une fois entré dans la guilde, le groupe de Light est surpris par toutes les personnes présentes, mais tout le monde commence à les éviter comme la peste. Light réalise que les humains comme lui sont également maltraités dans cette ville, mais il décide de s'inscrire quand même, c'est sa détermination. La réceptionniste de la guilde le fait commencer au rang F, ce qui énerve complètement Nemomu. Elle commence à crier sur la pauvre réceptionniste pour qu'elle donne un rang S à son maître, mais la réceptionniste lui rappelle que tout le monde doit commencer au rang le plus bas. C'est la règle. Heureusement, Light intervient et accepte son classement avant que Nemomu ne puisse s'embarrasser davantage. Une fois l'inscription terminée, elle commence à pleurer parce qu'elle a fait passer son maître pour un idiot en public, c'est une grande honte pour elle. Gold remue encore plus le couteau dans la plaie. Alors Light l'empêche de la harceler. Ensuite, il se dirige vers l'auberge du colonel pour obtenir des chambres. Son fils conduit joyeusement le groupe à son père, qui demande s'il peut leur rendre des services. C'est une offre généreuse. Light demande au colonel s'il peut louer tout le dernier étage de son auberge pour une intimité totale, même du personnel. En guise de paiement, il offre au colonel un énorme sac d'or, mais il refuse de prendre de l'argent de quelqu'un qui lui a sauvé la vie, c'est une question d'honneur. Cependant, Light insiste, et le colonel accepte son généreux paiement, puis il consent à lui aménager le dernier étage. Une fois Light dans cette pièce supérieure, il lance une série de sorts magiques pour isoler complètement son espace du monde extérieur, assurant ainsi une intimité totale. Alors qu'il s'étire librement dans son fauteuil, Nemomu lui demande s'il est vraiment prudent pour Light d'explorer la surface en s'exposant ainsi. Elle pense qu'il devrait simplement rester dans la forteresse sécurisée des abysses et les laisser gérer tout le travail en surface. Mais Light l'interrompt. Il demande à Nemomu si elle compte l'empêcher de se venger personnellement et se lève, furieux. Sentant sa colère, elle réalise qu'elle a commis une grave erreur et tombe instantanément à genoux pour s'excuser. Tandis que Light fixe froidement Nemomu, Gold brise la tension ambiante avec son rire charmant. Cela apaise également la rage de Light, et il se penche pour réconforter Nemomu. Cependant, elle pense toujours être allée trop loin en tant que servante, alors elle décide de renouveler son serment de loyauté en guise d'excuse. Nemomu s'abaisse pour embrasser les pieds de son maître, et Light la laisse faire en silence, se sentant gênée par ce rituel superflu, la regardant s'y adonner. Gold se demande si Nemomu prend secrètement plaisir à lui lécher les pieds, ce qui gâche encore plus l'ambiance. Le jour venu, le groupe se met en route vers le donjon de Daga. Alors que tout le monde autour de lui remarque son étrange masque, Light réalise que son déguisement n'est pas parfait. Malheureusement, ils sont trop en retard pour entrer les premiers, ils doivent donc faire la queue comme de simples paysans. Gold remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'elfes dans la file, alors Light souligne que le royaume elfique est en guerre avec les nains pour ce donjon, donc les tensions sont très vives. Nemomu loue les brillantes compétences de détective de son Light, mais il lui demande s'il est approprié de presser sa poitrine contre son dos, car elle affirme que c'est absolument nécessaire pour protéger ses arrières. Un groupe d'aventuriers louches leur coupe la file. Observant les trois silhouettes encapuchonnées, Light déduit que deux d'entre eux sont de simples nigauds, mais leur grand chef représente une menace sérieuse. Même certains des autres aventuriers envisagent de les interpeller pour avoir coupé la file. Light s'avance et leur demande poliment de reprendre leur place. Le chef elfe s'offense et demande à Light s'il sait à qui il parle. Naturellement, Light souligne qu'il ne les connaît pas puisqu'ils cachent littéralement leur visage sous leur capuche. Il fait également remarquer que s'il est une personne de haut rang, il ne devrait pas se livrer à des activités louches qui ruineraient le nom de sa famille. Soutenant leur maître, Gold et Nemomu disent également à l'aventurier de s'écarter. Mais l'elfe pense
qu'ils ne sont qu'une bande d'insectes. Avant qu'il ne puisse dégainer sa grande épée, son partenaire l'arrête, lui rappelant de ne pas faire de scène. Lorsque l'elfe encapuchonné finit par abandonner et s'en va, le reste des aventuriers remercie le groupe de Light de l'avoir écarté. Le groupe devant Light s'excuse de ne pas avoir pu leur tenir tête, mais Light dit qu'il a juste réglé le problème pour tout le monde. Ils se sentent un peu mieux grâce à son réconfort, avant que l'un d'eux ne demande curieusement si l'armure de Gold est vraiment faite d'or. Le chef du groupe fait taire son membre bavard. Mais il est déjà trop tard, car Nimamu explique que son armure n'est pas réellement en or, car l'or est trop mou pour fabriquer une armure solide. Mais Gold ne voit aucun inconvénient à n'utiliser que la couleur. Ensuite, les enfants demandent à Light si c'est sa première fois dans le donjon, et il le confirme. L'enfant n'est pas surpris, car tous les autres apportent beaucoup de matériel de camping pour les longs voyages dans le donjon. Puisque le groupe de Light est le seul à paraître mal préparé, il a compris qu'ils étaient nouveaux ici. Une fois que c'est au tour de son groupe, les enfants leur disent au revoir et entrent dans le donjon, tandis que le groupe de Light réalise qu'ils devraient lui sortir certaines de leurs ressources, de leur boîte d'objets magiques, juste pour éviter tout soupçon plus tard. Bientôt, c'est au tour de Light, et il s'engouffre dans l'immense donjon. Nimamu est impressionné par la taille colossale du donjon, se demandant comment ils peuvent tous être si différents, tout en suivant le même concept. Light note qu'ils doivent accéder au cœur du donjon pour en découvrir les secrets, mais même Ellie la chercheuse n'y parvient pas. Gold pense qu'il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit avec Nemomu qui les accompagne, alors Light lui rappelle qu'il est lui aussi inutile pour cette tâche. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans le donjon, la concentration de mana devient plus forte et la zone de prison sombre et froide se transforme en un monde vibrant, prospère et plein de vie. Gold apprécie la faune exotique, tandis que Nememu remarque qu'il n'y a personne qui fouine autour de leur emplacement. Pour commencer leur exploration, Light lance rapidement quelques sortes de dissimulation et d'amélioration sur son groupe. Grâce à ces améliorations, ils commencent à voler autour de la forêt dense. Pendant ce temps, au sol, l'elfe arrogant d'avant affronte de puissants orques qui l'entourent. Pensant à l'humiliation subie de la part du groupe de Light, l'elfe d'avant, nommé Kaido, déchire les bêtes une par une. Il hurle qu'il mérite un meilleur traitement. Il est le plus jeune chevalier blanc du royaume elfique et le descendant d'un héros légendaire. Son serviteur, nommé Yonok, l'arrête dans sa fureur inutile, lui rappelant que leur cible est le troisième, et non le premier étage. Cependant, Kaido pointe son épée sur son propre majordome, pensant qu'il n'y a aucun moyen d'oublier l'humiliation précédente. Kaido affirme que la seule raison pour laquelle il n'obtient pas plus de respect est que son niveau est plafonné à 1500. Mais Yonok souligne qu'il a déjà dépassé le plafond de niveau normal pour les elfes. Il refuse d'accepter cela, affirmant qu'un descendant de maître comme lui est censé avoir un potentiel illimité. Voyant son jeune maître si frustré, Yonok agit comme s'il ressentait beaucoup de sympathie pour lui, disant qu'il a également été exilé de son pays à cause de ses expériences sur le dépassement de leurs limites. Alors que Kaido exige qu'il le fasse monter de niveau, Yonok sourit étrangement en acceptant sa requête. Kaido se retourne, pensant qu'il se débarrassera de cet elfe noir rusé une fois qu'il l'aura utilisé pour monter de niveau. Pendant ce temps, le groupe de Light finit de massacrer un groupe de trolls au 3e étage. Il décide de retirer les gemmes magiques des monstres, comme preuve d'exploration du 3e étage, avant de rentrer. Remarquant que son maître s'est sali pendant le combat, Mimamu propose de l'aider à se nettoyer. Une fois qu'ils sont de retour au 1er étage, Light pense qu'il devrait commencer à marcher, car l'armure brillante de Gold attire trop l'attention. Cependant, il remarque le groupe affaibli de tout à l'heure en train de combattre des gobelins. Gold note que le groupe est assez fort pour vaincre cette faible proie, mais Light réalise qu'ils ont manqué un ennemi caché. Alors que le jeune groupe se retourne, il trouve Light immobilisant un serpent des buissons avec son bâton. Il leur rappelle d'être prudents, car le serpent aurait pu paralyser l'un d'eux et les laisser sans défense face aux monstres plus puissants. Reconnaissant de l'aide de Light, les enfants le remercient, mais il devient soudainement sérieux après avoir remarqué un autre ennemi. Au loin, une meute de dangereux loups des buissons surgit de la forêt, choquant les enfants. Alors qu'ils commencent à paniquer, Light leur dit que les loups ne veulent aucun mal. Sous leurs yeux, les loups les évitent simplement et s'enfuient. Horrifiés, les enfants réalisent finalement que le véritable ennemi mentionné par Light n'était pas les loups, mais un behemoth mante à 4 faux. Choqués, les enfants se demandent comment la mante est apparue, puisque son espèce a disparu il y a plus de 10 ans. Alors que les enfants se préparent à fuir le monstre, Light leur demande s'il peut simplement la chasser pour lui-même. Nimamu note que la mante est de niveau 500, et les enfants demandent à leur groupe de partir, pensant qu'elle est trop puissante pour eux. Bientôt, la mante charge sur eux, et Gold prend les devants pour bloquer son attaque. Après avoir échangé des coups avec la mante, Gold réalise que ce n'est pas un ennemi à sous-estimer. Ensuite, Light utilise un sort de flèche de feu contre elle, mais elle renvoie la flèche avec sa faux robuste. Observant la bataille, le chef des enfants demande à sa mage
Mia de l'aider. Mais elle commence à admirer Light parce qu'il a lancé un sort sans aucune incantation. Il lui dit de se concentrer plutôt sur leur aide, mais Gold les rassure en disant qu'il ira bien. Se préparant à combattre, il dit aux enfants de faire attention pendant qu'ils combinent attaque et défense pour vaincre la menthe. Comme si elle entendait les mots de Gold, la menthe l'attaque de nouveau pour commencer le combat. Gold bloque facilement son coup avec son bouclier, brisant sa faux sous l'impact du rebond. Profitant de son choc, il se précipite pour trancher l'une des pattes de la menthe. Ensuite, Light décide que c'est son tour de briller et il déchaîne un barrage de flèches de feu qui se dirigent vers la menthe. Alors qu'elle tente de dévier les attaques, les flèches se courbent et évitent Boss et Faux se fichant dans le dos du monstre. Mia observe avec admiration comment Light contrôle plus de 30 flèches à tête chercheuse, les rassemblant pour détruire la menthe. Se sentant submergé, le monstre s'enfuit pour se protéger. Cependant, Light arrête la pauvre bête avec un mur de feu, alors elle saute au-dessus des flammes pour s'envoler. Finalement, Nemomu saute après la menthe, atteignant facilement une hauteur supérieure. Serrant ses dagues, elle la découpe en un seul coup, la brisant en morceaux. Tandis que Nemomu se sent fier de son exploit, Gold se moque d'elle pour avoir agi comme une enfant. Alors qu'elle se met en colère, il lui rappelle qu'elle a haché tous les précieux matériaux du monstre. Cette réalisation la plonge dans la panique, tandis que les enfants regardent sous le choc, se demandant à quel point l'équipe de Light est puissante pour vaincre si facilement une bête aussi féroce. Après que Nemomu se soit excusé auprès de Light pour son échec, les enfants fouillent les restes de la menthe et trouvent une gemme de monstre parfaitement intacte. Gold loue leur chance. Heureux que la frappe imprudente de Nemomu n'ait pas brisé le précieux matériau. Voyant le noyau, Light pense que ce sera une preuve suffisante à soumettre à la guilde pour augmenter leur rang. Pendant ce temps, les enfants demandent à Light s'ils font partie d'un groupe classé qui essaie d'augmenter son rang. Cependant, Light leur dit qu'ils sont de rang F, ce qui plonge tout le groupe dans une crise existentielle. Ensuite, Mia crée une bulle d'eau géante avec sa magie pour aider l'équipe de Light à se nettoyer. Gold lui dit que son armure brillante est toujours aussi éclatante, alors Light s'avance pour se laver les mains sales. Il demande aux autres enfants de se laver avec lui. Reconnaissant pour leur petit cadeau, les enfants disent que ce n'est pas grand-chose, puisqu'il vient littéralement de leur sauver la vie. Ensuite, il propose à Light de rester avec eux pendant la nuit, car il commence à faire sombre. Light ne souhaite pas être un fardeau pour les enfants, mais leur chef révèle que sa sœur Mia est impatiente d'en apprendre davantage sur ses techniques magiques incroyables. Voyant son regard avide, Light accepte de rester, et les rejoint autour d'un feu de camp pour dîner. Light dit à Mia que ses parents sont des mages de génie, ajoutant qu'elle a aussi beaucoup de talent pour la magie. Elle sourit, disant que ses capacités ne sont pas aussi impressionnantes que les sorts sans voix. Son frère se demande si le lancement sans incantation est vraiment si impressionnant. Alors elle commence à s'enthousiasmer pour les 3 différentes classes de magie. Elle explique que les sorts de classe combat, comme les flèches de feu, sont utilisés pour des cibles uniques, tandis que les compétences tactiques, comme le mur de feu, servent au contrôle des foules. Elle révèle également qu'il existe des sorts de classe stratégiques qui peuvent avoir des impacts mondiaux. Cependant, les sorts mondiaux sont au niveau des catastrophes naturelles, il faut donc plusieurs mages de haut niveau les incantant simultanément pour les lancer avec succès. Elle explique que des races comme les dragonutes, les elfes et les démons peuvent facilement lancer des sorts grâce à leur talent naturel, mais les humains ne sont pas aussi bénis. C'est pourquoi elle pense que Light est un prodige de classe mondiale, puisqu'il peut lancer des sorts sans réciter l'incantation, malgré le fait d'être un simple humain. Gold hoche la tête, appréciant ses connaissances, tandis que Light rit maladroitement de ses éloges. Finalement, après que Mia se soit calmée, son frère dit que peu importe ses pouvoirs, Light semble être un homme bon. « Ma sœur, lui dit-il, tu réussiras sûrement. » Après avoir été admise à l'école de magie du duché, tandis que Mia est embarrassée, Light devient curieux à propos du duché. Puisqu'il s'agit de la nation conjointe créée par les 9 races, Gold pense aussi que Mia doit être très talentueuse si elle peut être admise à la meilleure école de magie du monde. Son frère explique que bien qu'elle ait été admise, elle n'a jamais pu étudier à l'école parce que leurs parents, qui payaient ses frais de scolarité, sont morts lors d'une épidémie. Ainsi, ils se sont retrouvés tous les deux livrés à eux-mêmes et ont créé un groupe d'aventuriers avec Jimra et Wirti pour gagner de l'argent. Cependant, il garde l'espoir qu'avec suffisamment d'argent, il pourra un jour envoyer Mia étudier à l'académie du duché et réaliser ses rêves. Se sentant comme un fardeau, Mia dit à son groupe de se détendre plutôt que de se concentrer autant sur elle. Observant le frère et la sœur prendre soin l'un de l'autre, Light se souvient de sa propre sœur cadette. Il dit aux enfants de continuer, car il croit qu'ils réussiront grandement grâce à leur talent. Light loue également les talents de Mia, mais elle pense qu'il est juste gentil avec elle. Cependant, il l'assure qu'il est sérieux, et ces mots lui donnent un peu de confiance. Peu après, le chef du groupe demande à Light pourquoi il a choisi de devenir aventurier, et Light commence à raconter ce qui est arrivé à sa famille.
Nemomu leur dit que l'incendie qui a tué la famille de Light lui a laissé des marques de brûlure, alors ils voyagent avec lui pour qu'il reçoive son traitement. Gold explique que lui et Nemomu ont reçu l'aide de la famille de Light, c'est pourquoi ils l'aident à rembourser leurs dettes. Alors que l'histoire tragique de Light se termine, l'atmosphère joyeuse du groupe s'éteint soudainement. Pour changer de sujet, Gimra demande curieusement si Nemomu et Gold sont mariés. Nemomu rejette instantanément cette idée, affirmant qu'il n'y a aucune chance qu'elle aime un narcissique comme Gold. Gold est d'accord, disant qu'il ne l'aime pas non plus, car elle a à la fois le corps et l'attitude d'une petite peste. Pensant qu'il a une chance, Gimra propose à Nemomu, mais elle lui dit que son cœur appartient à Light. Gold intervient, disant que ce serait le plus grand gâchis du monde si elle salissait leur maître, et ils continuent à se chamailler toute la nuit. Ailleurs, Kaido abat un monstre, et Yonak le félicite. Cependant, Kaido se fâche contre lui, disant que son épée légendaire Grandus est faite pour abattre des héros, pas pour désherber. Pour le calmer, l'elfe noir lui rappelle qu'il a besoin des échantillons de ces monstres pour sa recherche sur le dépassement de la limite de niveau. Une fois les échantillons de monstres complets, Yanak pense qu'il est temps de commencer à collecter des échantillons de la race humaine ensuite. Quelques semaines plus tard, Light retourne à la guilde des aventuriers avec un tas de ressources qu'il a obtenues du donjon. La réceptionniste s'extasie devant Light pour les précieux matériaux, et Mimamu lui dit que son maître mérite absolument un rang S, plus pour ses exploits. Light ignore sa servante trop zélée et demande à la réceptionniste de préparer le paiement des matériaux, alors elle lui dit de prendre un thé pendant qu'il attend. Alors qu'ils reviennent de la guilde, les serviteurs de Light remarquent à quel point l'attitude de la guilde a changé. Alors qu'ils traversent la ville, tout le monde dans la rue chuchote à leur sujet, sachant qu'ils ont vaincu la redoutable Mante. Alors que Light se sent satisfait de la renommée qu'il a acquise, un groupe d'aventuriers rassemblés près du donjon lui demande s'il fait partie de la bande noire. Ce nom déroute Light, alors les aventuriers expliquent que les habitants de la ville ont donné ce nom à son groupe. Nimamu se place instantanément devant eux, pensant qu'ils ont des arrière-pensées. Cependant, les aventuriers l'assurent qu'ils ne veulent aucun mal, et se présentent comme Suvalon et Gilbert. Suvalin veut savoir comment Light est allé si loin dans le donjon et a vaincu la Mante. Mais Gilbert doute que la nouvelle soit réellement vraie. Cela met Nemomu en rage, qui pointe sa dague sur sa gorge et lui demande s'il traite son maître de menteur. Pour la calmer, Suvalin explique qu'ils essaient juste de les encourager. Cela déroute Light, alors il explique que la race humaine a retrouvé espoir après avoir vu un groupe fort de leur côté. Pendant qu'il explique cela, le groupe de Suvalin l'appelle à les rejoindre, alors il part faire la queue avec eux. À proximité, les aventuriers des autres races se mettent en colère, pensant que les humains sont délirants d'avoir de l'espoir. Alors que Nimamu remarque leur faible opinion d'eux, Gold dit qu'ils les feront taire avec plus de résultats. Une fois que c'est au tour du groupe de Light, ils entrent dans le donjon, et ils pensent qu'ils devraient se diriger directement vers le 5e étage. Cependant, ils aperçoivent le groupe de Mia en volant, alors ils descendent pour prendre de leurs nouvelles. Heureux de les voir, le frère de Mia la pousse en avant, disant qu'elle a quelque chose à montrer à Light. Hésitante, elle donne à Light une étrange crème, expliquant qu'elle l'a faite pour ses brûlures. Elle pense que même si cela ne guérira pas les cicatrices de brûlure, cela peut l'aider avec la douleur. Light y réfléchit. Alors Mia pense qu'il ne veut pas de son cadeau. Cependant, il l'accepte avec un sourire et décide de lui rendre l'appareil. Light invoque une carte de son gacha, qui se transforme en un joli bracelet. Il le lui offre, mais elle hésite à l'accepter. Avec quelques encouragements, elle met finalement le bracelet à ses mains, ravie de sa beauté, disant qu'elle chérira son cadeau pour toujours. Mia remercie Light avec un sourire avant que son groupe ne parte. Plus tard cette nuit-là, Nemamu demande à Light si c'était une bonne idée de donner un bracelet de souhait de rang SSR à Mia. Gold lui dit que le bracelet de souhait peut réaliser le vœu d'une personne si elle le désire suffisamment. Il pense que Light a fait ce qu'il fallait en rendant l'appareil à la jeune fille, et Nemomu réalise que tout ne tourne pas autour de la valeur matérielle. Une fois que le groupe de Light atteint le 5e étage enneigé, il remarque qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Gold pense que cet étage calme est idéal pour cacher leur présence, mais Nimumu lui rappelle que son armure dorée éclatante n'aide absolument pas. Se retournant, Light leur rappelle qu'ils doivent chasser des yétis. Après les avoir laissés à leur tâche, il se téléporte chez lui. Une fois de retour, les 4 fidèles servantes le saluent au palais. Mais emmène Light prendre le thé et lui demande comment se passe son aventure. Il lui dit que tout va bien et s'enquiert des préparatifs des servantes pour leur guerre finale. Ellie lui dit qu'elles ont presque terminé, alors Light se demande s'il avait même besoin de rentrer chez lui. Il dit aux filles d'utiliser toutes les ressources dont elles ont besoin et de continuer leur tâche. Mais Nozuna lui demande quelle devrait être sa mission spéciale. Sachant qu'elle est trop stupide pour lui confier un plan complexe, Light lui dit de simplement garder le château jusqu'à ce que son heure vienne. Impatiente de pouvoir contribuer,
Nazuna dit à Ellie de vite finir son travail, car elle ne peut pas agir avant elle. Les préparatifs étant presque terminés, Light sirote son thé, impatient de détruire Sacha. Pendant ce temps, le groupe de Suvaline se repose au 3e étage du donjon, la nuit. Suvaline demande à Gilbert ce qu'il pense des rumeurs concernant Light, alors Gilbert dit qu'il n'y a aucune chance qu'il soit si puissant. Cependant, Suvaline lui rappelle qu'ils ont Mia comme témoin. Il est donc possible que Light soit la réincarnation d'un puissant héros. L'idée qu'un héros humain revienne au monde et mène leur race à la victoire leur donne à tous deux de l'espoir. Ensuite, Suvalin part faire ses besoins dans la forêt. Une fois revenu, il appelle Gilbert, mais trouve la tête décapitée de son ami gisant sur le sol. Il trouve Kaido debout, là, impatient, en colère que Suvalon ait mis si longtemps à revenir, réalisant que ses hommes sont morts sans combattre. Suvalon pense qu'il n'a aucune chance de survivre face au puissant elfe. Pendant ce temps, Kaito piétine la tête de Gilbert, essayant de provoquer Suvalon pour le mettre en colère. Cependant, Suvalon reste calme et utilise une grenade fumigène pour s'échapper. En s'enfuyant, il pense que l'elfe ne peut pas le voir pour utiliser sa magie. Mais Kaido le repère d'une manière ou d'une autre à travers la fumée, volant grâce à un sort magique. Il assomme facilement Suvalin d'une attaque, laissant l'homme complètement choqué. Alors que Suvalin remarque l'elfe en lévitation grâce à son sort, Yanak l'élimine d'un coup de sa baguette. Il réprimande Kaido pour avoir tué tous les humains, car il avait besoin de sujets vivants pour ses expériences, ce qui est un problème. Kaido estime qu'un seul sujet devrait suffire, mais Yanak insiste sur le fait qu'il en faut davantage, car ses expériences peuvent toujours échouer. L'elfe noir, sinistre, sourit d'un air maniaque, considérant les humains comme de simples vermines sans valeur, destinés à servir de chair à canon pour ses expériences tordues et cruelles. Pendant ce temps, Mimamou se dispute avec la réceptionniste de la guilde des aventuriers pour faire monter le rang de Light. La réceptionniste lui explique qu'ils viennent tout juste de le faire passer directement du rang F au rang D, et qu'elle ne peut donc plus faire d'exception supplémentaire. Cependant, Nemomu persiste à croire que son maître mérite le rang S, tandis que Gold lui reproche de ruiner son image avec son attitude capricieuse. Pour calmer Nemomu, la réceptionniste lui dit qu'elle peut encore augmenter le rang de Light s'il accomplit un exploit majeur, ce qui lui donne une idée brillante. Plus tard cette nuit-là, Light montre à ses serviteurs une affiche de recherche concernant un tueur d'aventuriers inconnus qui terrorise les humains. Gold pense qu'un criminel d'une telle importance pourrait facilement leur valoir une promotion, mais Light se demande comment retrouver cette personne mystérieuse et insaisissable. Gold suggère de tirer son gacha pour obtenir une carte de tracker, mais Light lui rappelle que les chances d'obtenir un bon tracker en si peu de temps sont bien trop faibles. Alors qu'ils discutent de leur plan, soudain, un portail s'ouvre dans leur chambre. Light observe, choqué, Mia inconsciente tombée du portail, et le bracelet à son poignet se brise en 1000 morceaux. Il installe rapidement la jeune fille dans un lit pour qu'elle se repose et utilise un sort de guérison pour lui rendre sa pleine santé. Après avoir soigné Mia, Light décide de consulter ses souvenirs, car elle est bien trop épuisée pour pouvoir parler. Grâce à ses souvenirs, il apprend que le groupe de Mia a rencontré des aventuriers qui les ont avertis du tueur d'aventuriers. Les enfants se demandaient si les humains étaient simplement la cible d'un monstre, mais le groupe leur a expliqué que le tueur utilisait de multiples sorts magiques, ce qui prouvait clairement qu'il s'agissait d'une personne intelligente et dangereuse. Après avoir dit aux enfants de faire passer le mot aux autres humains, le groupe a quitté le donjon pour éviter d'être pris pour cible. Le groupe de Mia a également commencé à sortir du donjon. La nuit tombée, le frère de Mia a remarqué que tout le monde était épuisé après avoir combattu toute la journée sans relâche. N'ayant pas d'autre choix, il leur a permis de camper au milieu de ce donjon dangereux. Soudain, un groupe de figures mystérieuses est apparu. Et parmi elles, Yonak a demandé aux enfants pourquoi ils étaient dotis dehors si tard dans la nuit. Les enfants ont reconnu le groupe de Yonak, ils ne pensaient donc pas qu'ils représentaient un quelconque danger. Inquiets pour leur sécurité, ils ont décidé de les avertir du mystérieux tueur d'aventuriers. Alors que le frère de Mia les informait du tueur, ils l'ont remercié pour son aimable avertissement, avec un sourire. Voyant leur réaction amicale, les enfants se sont sentis en sécurité auprès des elfes. Cependant, Kaido a soudainement déclaré qu'il aurait dû mieux dissimuler ses actions, ce qui a choqué les enfants. Alors que les deux elfes se plaignaient que leurs informations se répandaient à l'extérieur, les enfants se sont demandé ce qui se passait réellement. Soudain, la voix de Yonak est devenue glaciale, et Kaido a sorti son épée, se révélant ainsi être le tueur d'aventuriers. Les enfants ont senti leur sang se glacer dans leurs veines, et les garçons ont dit à Mia de courir pendant qu'ils retenaient les elfes, coûte que coûte. Voyant sa bravoure, Kaido fut enragé lorsque le frère de Mia chargea sur lui. Il trancha sans pitié l'estomac du jeune garçon, et Mia hurla de douleur et de chagrin à la mort de son frère. Ensuite, les deux autres garçons tentèrent d'en retenir Kaido, mais il les abattit également, sans hésitation. Les voyant gravement blessés, Mia se sentit figée sur place, incapable de bouger. Cependant, les garçons blessés se relevèrent et tentèrent de se battre pour protéger Mia. Voyant ses amis restants se précipiter vers une mort certaine, Mia leur cria d'arrêter, le cœur brisé. Ignorant ses cris, ils continuèrent, mais Kaido les abattit sans pitié, malgré l'avertissement de Yanak. Lorsque les deux tombèrent morts, Yanak réprimanda Kaido pour avoir tué ses sujets d'expérience. Kaido ricana, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention d'épargner quiconque osait se battre pour sa propre vie. C'était clair.
Yannak était toujours contrarié par ses actions imprudentes, alors Kaido lui rappela qu'il avait laissé Mia en vie. Il se tourna donc vers la jeune fille et dit à Yannak qu'il pourrait s'amuser un peu avec elle, à sa guise. Cependant, Yannak fut dégoûté par son comportement et le laissa seul pour qu'il puisse profiter de ses fantasmes tordus. Alors que Kaido s'apprêtait à violer la pauvre jeune fille, Mia lui dit de reculer et de s'éloigner d'elle immédiatement. Mais l'elfe narcissique pensait lui faire une faveur. Estimant qu'une humaine inférieure comme elle ne méritait pas sa bienveillance, il commença à se moquer de Mia et lui dit de le remercier. La jeune fille terrifiée se résigna à son sort, mais soudain, la faible voix de son frère retentit, de manière inattendue. Surpris, Kaido se retourne et voit que le frère de Mia a, d'une manière ou d'une autre, survécu à la terrible entaille. Sa capacité à survivre aussi longtemps a piqué l'intérêt de Yannak, qui dit alors à Kaido qu'il veut le garçon pour ses recherches. Absolument. Bien que Kaido se sente agacé, il accepta de laisser le garçon en vie. Pendant ce temps, le frère de Mia tente de la convaincre de s'échapper une dernière fois, et elle versa des larmes en le regardant se sacrifier pour elle, avec courage. Finalement, elle se lève pour courir, et Yannak dit à Kaido de capturer sa cible. Grommelant qu'il n'aimait pas ses ordres, Kaido se prépare à l'attraper. Mais le frère de Mia tenta de l'attaquer, avec une détermination farouche. Alors que Kaido ignorait son attaque faible, Yannak lui rappela qu'il avait besoin des deux frères et sœurs vivants. Kaido hocha la tête, pensant qu'il était trop difficile de capturer des cibles en mouvement. Cependant, le frère de Mia commença à marmonner des stratégies de combat, ce qui laissa l'elfe perplexe, alors qu'il se souvenait du conseil de Gold d'utiliser un bouclier et une épée simultanément. Le frère de Mia décida de combiner à la fois son attaque et sa défense. Cette stratégie lui donna un regain de confiance et il chargea Kaido. L'elfe choqué évita de justesse la vitesse surprenante du jeune garçon, mais soudain, il sortit son bouclier de nulle part et le projeta au sol, avec force. Alors que l'elfe orgueilleux atterrissait sur ses fesses, il fixa le frère de Mia, qui riait en triomphe. Enragé par ce coup porté à son orgueil, Kaido déchaîna sa colère en transperçant le petit garçon d'un coup de pleine puissance, sans la moindre hésitation. Alors que le pauvre garçon haletait de douleur, une douleur inimaginable, Kaido s'avança pour l'achever. Mais Yonax l'arrêta net. Il rappela au narcissique enragé de capturer Mia avant qu'elle ne puisse répandre la nouvelle à l'extérieur du donjon, ce qui serait catastrophique. Alors que Mia se précipitait aveuglément vers la sortie du donjon, les épées de Kaito lui barrèrent soudainement le chemin. Alors qu'il planait derrière elle, il déclara qu'il la punirait pour avoir tenté de s'échapper. Kaito révéla fièrement qu'il pouvait la coincer grâce au plus grand trésor du royaume elfique, Grandus, tandis que Mia regardait avec horreur, complètement terrifiée. Alors qu'il s'approchait d'elle, Mia décida de faire tout ce qu'elle pouvait pour s'échapper, pour le bien de ses amis. Après s'être concentrée intensément, elle invoqua un sort de stalactite de glace pour attaquer Kaido, mais il le brisa facilement, sans effort. Profitant de ce moment de distraction, Mia tenta de s'enfuir à nouveau, mais Kaido la renversa sans difficulté. Il dit fièrement à la jeune fille qu'elle devrait accepter son destin de servante d'un héros légendaire. Cependant, elle lui répondit fermement qu'il n'était qu'un minable qui ne savait que tyranniser les faibles, un vrai lâche. En entendant ces mots, Kaido fut stupéfait et se rappela toutes les fois où ses compagnons elfes s'étaient moqués de lui, car Kaido se comportait comme un crétin avec eux. Ils le détestaient tous et le traitaient de tyran qui avait atteint le sommet en utilisant son statut sans mérite. Alors qu'il se remémorait ses souvenirs douloureux, Mia continuait de le traiter de lâche, sans colonne vertébrale, ce qui l'enrageait encore plus profondément. Incapable de supporter son ego blessé, il déchaîna une puissante attaque pour en finir avec elle, une fois pour toutes. À ce moment-là, Mia souhaita désespérément que Light soit là, à ses côtés. C'est alors que son bracelet s'activa et la téléporta hors du donjon. Alors que le souvenir se terminait enfin, Light serra le bracelet de Mia dans sa main avec émotion. Gold et Nemomu lui demandent quoi faire ensuite, et il leur dit calmement de se mettre en route. De retour dans le donjon, Yannak termine de soigner le frère de Mia. Lorsque Kaido revient, Yannak lui demande s'il a capturé Mia. Mais Kaido n'a aucune idée de l'endroit où elle est allée. C'est un mystère. Yannak est choqué qu'un soldat elfe d'élite puisse perdre la trace d'un enfant, alors Kaido lui explique qu'elle s'est téléportée aléatoirement dans les airs, comme par magie. Choqué, Yannak refuse de le croire, car il pense qu'un humain ne pourrait absolument pas posséder un objet de téléportation aussi précieux et rare. Yannak réalise qu'ils sont dans de très gros ennuis. Il dit à Kaido que si la guilde humaine répand cette nouvelle, les elfes pourraient en entendre parler, ce qui serait désastreux. Kaido est également terrifié à cette idée car il a en fait volé Grandus au royaume elfique, un crime impardonnable. Il pense à la terrifiante armée des chevaliers blancs elfiques, dont le chef est au niveau 3000 avec une arme surpassant la sienne. Se sentant condamné, Kaido commence à taper du pied sur le sol. Yannak tente de le calmer, affirmant qu'ils peuvent riposter contre l'armée elfique s'il réussit ses recherches sur le dépassement des limites de niveau, ce qui est leur seul espoir. Cela donne un peu d'espoir à Kaido et Yannak lui dit de se cacher rapidement afin qu'il puisse achever ses recherches. Soudain, Light apparaît devant eux, déclarant que leur temps est écoulé. Kaido se souvient de Light, de l'époque où il avait été humilié par lui à l'extérieur du donjon, il se méfie donc grandement de lui. Cependant, Light les ignore et ferme doucement les yeux de Gimra et Wardy, ressentant une profonde tristesse pour ces jeunes vies prometteuses qui ont été perdues. Derrière lui, Gold l'informe que le frère de Mia, Elio, est toujours en vie, par miracle. En voyant le garçon dans les bras de Gold, Yannak est choqué, car il venait tout juste de le soigner à même le sol. Light guérit le jeune garçon et demande aux elfes pourquoi ils ont infligé tant de souffrances à ces enfants innocents sans aucune pitié.
Alors qu'il se remémore les jeunes garçons faisant de leur mieux pour gagner de l'argent et soutenir l'éducation de Mia, Light ressent une colère profonde que tout cela ait disparu, pensant qu'il aurait pu être ami avec ces garçons dans un monde différent, un monde meilleur. Il se retourne pour faire payer les elfes pour leurs crimes odieux. Voyant sa colère, Kaido lui dit qu'ils sont innocents. Cependant, Light leur répond qu'il a vu les souvenirs de Mia, il sait donc pertinemment qu'ils sont les véritables coupables, sans aucun doute. Cela laisse les elfes complètement stupéfaits. Alors Light les rassure en leur disant qu'il n'a encore rien signalé à la guilde des aventuriers, pour l'instant. À cette nouvelle, Kaido se met à rire, pensant qu'il a eu un coup de chance inouï et qu'il peut facilement tuer Light pour le faire taire. Light rit à son tour, affirmant que la raison pour laquelle il n'a rien dit à la guilde est qu'il veut Kaido pour lui seul, pour le punir. Il dit à cette racaille royale qu'il lui fera subir une douleur pire que la mort pour avoir blessé ses amis. Finalement, Light déclare fermement qu'il mettra fin à la vie de Kaido de ses propres mains après l'avoir puni, et il dit à Gold et Nemomu de ne pas s'immiscer dans son combat sous aucun prétexte. Alors qu'il recule, Light commence à marcher vers Kaido. Enragé qu'un humain l'ait maudit, Kaido tente d'attaquer Light avec son épée. Cependant, Light arrête facilement son attaque nette, d'un simple mouvement de son bâton, sans effort. Alors que Yonak le regarde, choqué, Light nargue Kaido, lui demandant si c'est tout ce qu'il a à offrir. Enragé, Kaido continue de frapper aveuglément Light, qui bloque sans effort chaque coup, avec une aisance déconcertante. En observant la bataille, Yonak pense qu'il est impossible qu'un enfant humain puisse se défendre aussi facilement contre les attaques d'un soldat elfe. Pendant ce temps, Kaito continue de balancer son épée, espérant désespérément frapper Light avec un coup chanceux, de la taille de Light, avant de parer son épée, avec agilité. Ensuite, il frappe Kaito en plein ventre, lui coupant le souffle. Light le nargue en disant qu'il devrait essayer de ne pas mourir de ses coups d'entraînement. Malgré avoir été malmené comme un enfant, Kaito pense toujours qu'il est supérieur aux humains, sans aucun doute. Il se relève et invoque son Grandus, qui crée plusieurs épées magiques dans le ciel. Grâce à la puissance de cette arme magique, Kaido pense être invincible face à Light et lance les épées vers lui avec une force redoutable. La puissance de l'attaque surprend Light, alors il commence à les esquiver avec agilité. Alors que chaque coup d'épée touche le sol, il crée un effet élémentaire différent. Cependant, Nimamu pense toujours que Light peut gérer cela avec une grande facilité, sans problème. Dans les airs, Light loue la puissance de l'épée, mais il estime qu'elle n'est pas assez puissante pour le menacer réellement. Soudain, Kaido apparaît derrière lui, alors il bloque rapidement son attaque. En voyant Light la bloquer, Yunak est incrédule qu'il ait pu défendre une attaque à pleine puissance de l'épée magique de Kaido, c'est incroyable. Finalement, Kaido accuse Light de tricherie, affirmant qu'il se bat comme un guerrier. Même s'il est déguisé en mage, il commence à taper du pied de colère, pensant que les humains sont une bande de crapules qui fraudent pour obtenir la victoire, sans honneur. Confus, Light lui dit qu'il est bel et bien un mage, mais Kaido refuse de le croire, catégoriquement. En voyant l'elfe si frustré, Gold ressent de la pitié pour Kaido, car les cartes illimitées de Light lui permettent de combattre dans n'importe quelle situation avec une grande polyvalence. Soudain, Light crée de multiples épées de glace pour attaquer Kaido, qui tente de les bloquer avec son Grandus. Les pointes de glace s'élancent, détruisant facilement chacun des clones de Grandus devant les elfes choqués, sans la moindre difficulté. Refusant d'abandonner, Kaido déchaîne une dernière attaque contre Light. Mais Light la détruit, anéantissant ainsi le reste de ses espoirs et de ses rêves. En voyant Light manipuler ses épées de glace comme une barrière contre l'attaque de Kaido, Yanak se sentit engourdi d'avoir été témoin d'une telle puissance écrasante, c'était irréel. Finalement, Light demande à Kaido s'il a fini de faire sa crise de colère, et Kaido devient fou de rage. L'elfe arrogant pense qu'il est impossible qu'un humain puisse le vaincre, se demandant comment le Grandus peut perdre malgré le fait d'être une arme utilisée par un ancien maestro. C'est incompréhensible. En entendant le nom de maestro, Light est surpris et demande à Kaido ce qu'il sait à leur sujet. Kaido rit et révèle qu'il est né avec le sang de maestro, ce qui fait de lui un sous-maestro lui-même, un fait étonnant. Apprenant que le corps de Kaido recèle des secrets intéressants, Light décide de le capturer, ainsi que Yanak, pour les expérimenter. Il prévoit d'extraire tous les secrets de leur cerveau, tandis que Gold et Nememu coincent Yanak, sans lui laisser d'échappatoire. Cependant, le scientifique ne se laisse pas effrayer le moins du monde, et invoque plutôt deux horribles monstres de sang. Alors que les monstres prennent forme, il se vante fièrement d'avoir fusionné plusieurs humains et monstres pour créer ces abominations vicieuses et terrifiantes. Pour le premier monstre, Yanok a fusionné un lézard de roche des terres elfiques, tandis qu'il a créé l'autre à partir d'un troll de donjon. Lorsque Light regarde le monstre troll, il réalise que l'un de ses visages appartient à l'aventurier plein d'espoir. Gilbert, c'est une horreur. Gold et Nemomu sont tous deux dégoûtés par les horribles expériences de Yanak, tandis que ce dernier affirme que fusionner différentes créatures est le meilleur moyen de dépasser leurs limites de niveau. Cependant, Yanak prétend qu'il a besoin de multiples humains pour stabiliser un monstre expérimental, il lui en faut donc des milliers d'autres pour créer son Frankenstein parfait, son chef-d'œuvre. Le voyant bavarder avec arrogance sur ses crimes, Light serre son bâton de colère. Alors que Yonak commence à jacasser qu'il est le héros qui mènera les races vers une nouvelle ère, Light lui dit de se taire, d'un ton sec et autoritaire. Cela le sort de sa crise de colère. Tandis que Light dit à Gold et Nemomu de mettre fin à la misère des monstres humains, il leur dit de capturer Yanak vivant
car il doit être puni pour ses crimes odieux, sans échappatoire possible. Alors que les deux se préparent à combattre, Yannack appelle ses monstres avec confiance pour les affronter. Cependant, il transperce les deux monstres d'une seule attaque, libérant enfin les personnes torturées qui étaient piégées à l'intérieur d'eux pour toujours. Alors que les monstres s'effondrent, le duo se prépare à capturer Yannack. Mais il reste étrangement calme. D'une manière ou d'une autre, les monstres mutés se relèvent et régénèrent facilement leurs blessures mortelles. Tandis que Yannack continue de se vanter, les monstres continuent d'attaquer le duo sans relâche. Pendant ce temps, Kaido attaque Light pour l'empêcher de les aider, laissant Gold et Nemomu se battre seuls. Face à la véritable puissance du monstre, Gold nargue Nemomu pour avoir perdu sa confiance. Mais elle lui rappelle qu'il est lui aussi devenu sérieux. Et très concentré. Alors que les créatures continuent de les repousser, Yannack leur dit de se rendre et de le laisser expérimenter paisiblement sur leur corps. Ignorant l'elfe fou, tous deux décident d'attaquer de front et de libérer les personnes piégées, coûte que coûte. Après avoir invoqué toute leur puissance, Nemomu et Gold déchaînent leurs attaques ultimes qui envelopperont les monstres de leurs flammes éclatantes, pensant que ces bêtes les repousseront facilement sans le moindre problème. Yannack continue de rire. Cette fois, ces monstres ne se régénèrent pas. Alors il se sent enfin confus et perplexe. Bientôt, les flammes éclatantes font fondre ces monstres hybrides en une flaque gluante, et Yannack commence à paniquer, complètement dépassé. Soudain, Mimamou lui donne un coup de pied dans ses parties intimes tordues, le faisant tomber à genoux. En voyant le scientifique pathétique écumer sur le sol, Gold a de la peine pour lui, tandis que Mimamou pense qu'elle doit utiliser un chalumeau pour nettoyer sa chaussure, c'est dégoûtant. D'autre part, alors que Light repousse Kaido, l'elfe le fixe avec des yeux remplis de peur. Light le nargue, lui rappelant son arrogance et ses fanfaronnades. En entendant sa moquerie, Kaito se souvient du visage suffisant d'Elio lorsqu'il l'avait contre-attaqué, avec une audace inattendue. Enragé au plus haut point, Kaito se relève pour combattre. Il lève son épée en l'air et déchaîne sa puissance maximale, ce qui crée un faisceau d'énergie déchaîné et destructeur. Révélant que c'est le pouvoir final de Grandus, il dit fièrement à Light de se soumettre à lui, sans résistance. Light est impressionné par la puissance de Kaido alors que ce dernier lance une fente dévastatrice sur lui. Bien que Light esquive l'attaque, l'épée laisse une gigantesque crevasse dans le sol. Kaito continue de le taillader, espérant désespérément gagner avec une seule attaque, un coup fatal. Alors que l'épée continue de s'enrouler autour de lui, Light réalise que l'épée s'est transformée en un fouet flexible grâce à sa magie. En observant la scène de loin, Mimamou pense que, bien que la technique soit impressionnante pour le niveau de Kaido, elle ne peut même pas égratigner le corps de Light, c'est évident. Tout en continuant d'esquiver les attaques, Light dit à Kaido que ce n'est qu'une performance tape à l'œil, rien de plus. Enragé, Kaido lui dit d'affronter les attaques au lieu de les esquiver. Et ainsi, Light s'arrête net et défie Kaido de blesser son corps avec son attaque la plus puissante, s'il en était capable. Au lieu de réaliser que c'était un piège, Kaido bondit et abat son épée sur Light, pensant qu'il était assez fort pour le pulvériser. Lorsque l'épée massive frappe Light, Kaido perd immédiatement toute confiance après avoir vu ce qui se passe, c'est un choc. Réalisant que Light est complètement indemne, il devient fou furieux et l'attaque encore et encore, sans relâche. L'esprit étroit de Kaido ne peut pas croire qu'un humain puisse être indemne après son attaque la plus puissante, c'est impensable. Alors Light brise sa lame magique d'un seul coup, sans effort. Ensuite, il frappe Kaido au ventre et l'envoie voler avec un autre coup. Alors que l'elfe se débat avec son visage ensanglanté, Light lui dit qu'il va l'interroger pour obtenir des réponses. Il dit calmement à Kaido qu'il ne le tuera qu'une fois qu'il aura suffisamment souffert pour ses crimes. En entendant cela, l'elfe vaincu tombe finalement à genoux. Il supplie Light de lui épargner la vie en échange de tous ses secrets et du trésor grandiose avec désespoir. Cependant, Light se moque de lui, affirmant que les vrais héros devraient se battre jusqu'au bout, au lieu de supplier pour leur vie comme des lâches sans courage. Il rappelle à Kaido que les vrais héros sont comme les jeunes enfants qu'il a massacrés sans pitié, qui se sont sacrifiés juste pour avoir une chance de sauver leur ami. C'est une leçon. Refusant de le laisser partir, Light dit à Kaido qu'il lui épargnera la vie s'il le combat à nouveau, et endommage ne serait-ce qu'un seul centimètre de sa peau. Malgré son offre, Kaido reste terrifié et commence à s'enfuir, pris de panique. Le voyant courir, Light utilise une attaque de rayon qui transperce sa jambe et le laisse handicapé. Alors qu'il se débat avec sa blessure, Kaido continue de gémir et de pleurer comme une véritable mauviette, sans aucune dignité. Finalement, Light s'approche de lui et énonce le fait évident que Kaido n'est qu'un lâche, sans colonne vertébrale, un déchet. Après avoir capturé l'elfe sans valeur, Light décide d'enterrer les aventuriers morts dans son propre abysse pour leur repos éternel. Alors que Light ressent de la tristesse pour les enfants, les elfes lui demandent sans vergogne leur sort. Mimamou les fait taire, et Light leur dit qu'il a des questions à leur poser. Tandis que Yannack sait qu'il est condamné, Kaido continue de lui demander grâce, le voyant supplier sans honte pour sa vie sans valeur après avoir tué tant d'innocents, c'est révoltant. Light est enragé. Bientôt, il utilise un sort de téléportation qui transporte tout le monde directement dans la salle du trône de son palais. Après avoir ouvert les yeux, les elfes demandent où ils se trouvent, complètement désorientés. Light leur dit qu'ils sont dans les abysses, ce qui les laisse complètement stupéfaits. Yannack se demande pourquoi ils les ont amenés dans le donjon le plus dangereux, alors Nemomu explique qu'ils vivent ici, en permanence. Choqué, Kaito dit qu'il est impossible que quiconque puisse construire une maison dans les abysses, c'est insensé.
Alors Nemomu commence à piétiner les elfes pour avoir trop jacassé. Bientôt, les 4 femmes de chambre en chef de Light entrent dans la salle du trône, heureuses de voir leur maître. En entrant, elles demandent à Light qui sont les elfes. Alors il révèle qu'ils sont de vils criminels, sans aucun doute. Une fois que les servantes découvrent les crimes horribles des elfes, elles les fusillent toutes du regard. Chaque servante propose de leur éventrer les entrailles pour en extraire les secrets par la force, mais Light leur dit de se tenir tranquille avant qu'il n'ait terminé de les interroger. Suite à l'avertissement de Light, elles se calment toutes, alors il se tourne vers Gold et lui demande de soigner Aléo pendant qu'il se prépare à enterrer Werty et Gimra avec Nemomu. Pendant ce temps, Yannack pousse soudain un cri et commence à agir comme si Kaido l'avait contraint à mener ses expériences. Choqué, Kaido révèle également que c'est Yannack qui l'a forcé à capturer toutes ces personnes comme sujet d'expérimentation. Alors qu'ils commencent tous deux à se battre pour prouver leur propre valeur, Light les interrompt. Il rappelle aux 2 elfes arrogants leurs actions passées. Quand ils tuaient qui bon leur semblait, Light leur demande si leurs victimes sans défense ont aussi imploré la pitié, ce qui les laisse sans voix. Sachant qu'ils se sont eux-mêmes mis dans le pétrin, les elfes restent silencieux. Alors Light s'en va, déclarant qu'il leur rendra simplement la monnaie de leurs pièces. Ensuite, il rend visite à Mia, qui se réveille enfin de son sommeil. Elle se demande où elle est, alors il lui dit qu'ils sont dans sa chambre. Elle est surprise, et Light lui explique qu'il vient de rentrer après avoir capturé le tueur d'aventuriers. Alors qu'elle demande ce qui est arrivé à ses amis, Light lui montre son frère dormant, en sécurité, tout près. Cependant, il lui dit que Wardy et Gimra n'ont pas survécu, ce qui lui fait monter les larmes aux yeux. Light lui tend les restes de ses amis, elle se met à pleurer, et il quitte discrètement la pièce. Marchant dans le couloir de l'hôtel, Light pense que c'est sa faute d'être si obsédé par la vengeance. Il se dit que s'il s'était un peu plus soucié des gens autour de lui, il aurait pu éviter d'entendre le son douloureux de quelqu'un qui pleure. Le lendemain, Light informe la guilde que le tueur d'aventuriers est en fait une paire d'elfes. Avec les informations qu'il a recueillies, la réceptionniste estime qu'il mérite une promotion directe au rang C. Il est surpris, car il n'a pu ramener aucune preuve de la capture des criminels. Cependant, elle estime que ces seules informations, et les 2 victimes qu'il a sauvées d'eux, sont suffisantes pour la promotion. Plus tard cette nuit-là, Light parle à Mia et Elio à l'auberge. Il l'informe qu'ils partent, et le remercie sincèrement pour toute son aide. Light se demande ce qu'ils feront ensuite, alors il révèle qu'ils retourneront dans leur ville natale. Surpris, Light pense qu'il pourrait très facilement trouver un nouveau groupe. Cependant, Mia dit qu'elle est traumatisée par son expérience dans le donjon. Elle pense aussi que ses amis, Gimra et Wardy, lui ont donné le courage de partir à l'aventure au départ, donc elle ne peut pas le faire sans eux. Elio hoche la tête car il ne veut pas non plus continuer sans ses amis, prévoyant de ramener leurs restes dans leur ville natale. Ensuite, Light se demande si Mia ira un jour à une école de magie. Alors elle lui dit qu'elle étudiera la magie par elle-même à la place. Après avoir dit à Light qu'elle serait bien plus forte la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, Mia lui demande doucement s'il la reverra vraiment. Light sourit et la rassure qu'ils le feront, et elle lui rend son sourire. Le lendemain, Mia et Elio quittent pas l'auberge, et Gold dit à Light de ne pas s'inquiéter pour eux. Nemomu hoche la tête, pensant que les choses iront mieux la prochaine fois qu'ils se reverront. Light est d'accord, pensant qu'il emmènera les frères et sœurs aux vraies tombes de Warty et Gimura, une fois qu'il pourra leur révéler sa véritable identité. Puis il se retourne et informe Gold et Nemomu qu'il retourne au palais. Après son retour, il rencontre Ellie et May, et leur demande ce qu'elles ont appris des 2 elfes. May lui tend des papiers, contenant toutes leurs découvertes, et Ellie explique qu'elle a utilisé de la magie interdite pour extraire les informations de leur cerveau. May le rassure également, en lui disant qu'elle a interrogé les elfes de manière approfondie pour vérifier et confirmer toutes les informations. Pendant que Light parcourt les papiers, Ellie explique que les sous-maestros sont simplement ceux qui ont un lien de parenté avec un maestro, tandis qu'Ellie conclut que ce lien de sang permet aux sous-maestros de monter en niveau plus rapidement que leur père, mais révèle qu'un maestro pourrait détruire le monde entier s'il n'était pas maîtrisé. Light est confus par cela, pensant qu'il est impossible qu'une seule personne puisse détruire le monde entier. Alors qu'il se demande s'il y a plus d'un maestro vivant dans leur monde, les filles expliquent qu'elles n'ont obtenu cette information que d'un souvenir flou. Il s'avère que Kaido a entendu cette information du capitaine des chevaliers blancs elfiques, alors Light pense que leur prochaine étape est de trouver cette personne, puis il demande aux 2 filles comment vont Kaido et Yonak, alors Ellie leur montre leur état actuel. Les voyant ensanglantés et complètement brisés, Light pense qu'il est temps de se débarrasser de ces déchets vivants. Il déchaîne une carte spéciale appelée Banquet du Mort, qui lance une masse horrible de bouches sur les elfes. Alors que les bouches déchirent et mettent en pièces leur corps, ils hurlent de douleur inimaginable, avant de disparaître, enfin, pour toujours. Une fois les elfes partis, Light interroge Ellie sur leur plan principal. Elle lui dit que les préparatifs sont terminés, ils peuvent donc commencer sa vengeance contre Sacha quand ils le souhaitent. Ellie explique que Sacha est en fait fiancée au vice-capitaine des chevaliers blancs elfiques,
Donc en le capturant, ils peuvent là facilement obtenir un levier sur elle. Satisfait de sa planification, Light lui dit de commencer le plan immédiatement. Pendant ce temps, Sasha est assise avec son fiancé, Michael, discutant du moment où elle a détruit l'espoir de Light. Michael pense que cela a dû être une expérience amusante. Se souvenant de toutes les fois où il a exterminé des villages humains, il dit à Sasha que les humains font des visages pathétiques, en suppliant pour leur vie. Et elle est d'accord, pensant qu'ils sont les créatures les plus laides sur Terre. Michael pense qu'il a de la chance de trouver une femme aussi dégoûtamment raciste que lui. D'un autre côté, Light est excité à l'idée de prendre enfin sa revanche sur Sasha, voulant voir l'expression pathétique sur son visage alors qu'elle le supplie de lui accorder sa pitié. De retour sur le continent elfe, Sasha rentre chez elle en calèche, heureuse de sa rencontre avec Michael. Elle pense qu'il est le meilleur fiancé qu'elle aurait pu avoir. Sa servante est fière d'elle, pensant à son mariage imminent. Se sentant timide, Sasha lui dit qu'il reste encore un certain temps avant son mariage, mais la servante pense qu'elle devrait déjà commencer ses préparatifs. Soudain, leur calèche s'arrête brusquement alors qu'un homme maigre laisse tomber des marchandises devant elle. Alors que son propriétaire elfe en colère fouette l'homme mal nourri pour le faire travailler plus vite, Sasha pense que les humains sont complètement inutiles. Juste à ce moment-là, Light entre dans une ruelle sombre, et Sasha le reconnaît immédiatement, choquée. Elle descend de sa calèche et court vers lui, pensant qu'elle doit se tromper sur son identité. Alors qu'elle se déplace dans les ruelles, elle réalise qu'il est parti, et se retrouve bientôt dans une impasse. Pensant que ce n'était que son imagination, elle se sent soulagée que Light ne soit pas réellement là. Cependant, lorsqu'elle se retourne, elle trouve un message de Light l'invitant à le rencontrer à la tour géante. Comme cette nouvelle est trop difficile à gérer pour Sasha, elle pousse un cri paniqué. Bientôt, sa servante accourt, tandis que Sasha pense qu'elle est sur le point de perdre toutes les récompenses qu'elle a obtenues de sa mission pour tuer Light. La regardant s'effondrer depuis un toit, Light dit à Ellie de s'occuper du reste. Après avoir reçu son ordre, elle commence à fantasmer sur la façon dont elle va durement ruiner Sasha pour avoir blessé son précieux maître. Toutes les préparations étant faites, ils se retournent pour commencer la dernière partie de leur plan de vengeance. Ailleurs, dans les casernes elfiques, 2 soldats nommés Anhea et Kia s'amusent à lancer des dagues sur un homme impuissant et ligoté. À proximité, un elfe pervers nommé Sharfat touche son esclave humain, tandis que ses partenaires, Must et le capitaine elfe, observent avec un dégoût silencieux. Sharfat raconte à son capitaine les aventures de Kaido avec Yonak. Il explique que Kaido s'est lancé dans une frénésie meurtrière et a finalement été tué par un humain, et que les supérieurs elfiques veulent maintenant que leur équipe le venge. Bien que Sharfat s'en moche, Kaido étant un déserteur qui les a abandonnés, Must croit que c'est leur devoir de venger un ancien ami. Pendant ce temps, alors qu'Anya et Kia continuent d'abuser du pauvre homme, Sharfat leur dit de l'achever. Ils refusent, disant qu'ils joueront avec leur esclave comme ils l'entendent. Puis ils le critiquent pour avoir commis publiquement de telles actions dégénérées, alors ils se sentent offensés. Derrière eux, Must dit aux 2 garçons qu'ils devraient abréger les souffrances des humains, car c'est un grand honneur d'être tué par les mains d'un elfe. Sharfat pense que Must est trop rigide avec ses principes, mais ce dernier déclare fermement qu'une personne devrait savoir quand prendre les choses au sérieux. Soudain, le capitaine ordonne à tout le monde de se taire, et la pression de son aura fait instantanément taire leur grande gueule. Il dit à Anya et Kia d'arrêter de torturer les gens, avant de dire à Must de se détendre un peu, puis il aboie un ordre à Sharfat, qui met rapidement fin à l'esclave humain. Une fois l'homme mort, le capitaine dit à Anya et Kia de nettoyer le désordre. Alors qu'ils hochent la tête avec obéissance, il dit ensuite à Must de se préparer pour le travail. Pendant ce temps, Sasha pleure de terreur, en voyant un autre humain mourir, alors Sharfat lui dit qu'elle peut se reposer dans sa chambre. Alors que la jeune fille effrayée s'enfuit rapidement, le capitaine dit à Sharfat d'arrêter de s'amuser avec les humains. Il lui rappelle que les elfes considèrent leur lignée sacrée, ils ne peuvent donc pas se permettre d'avoir des enfants avec des races inférieures. Au lieu de cela, le capitaine souligne que les elfes ont une histoire de mariage avec les prestigieux maestros, il devrait donc faire de son mieux pour maintenir la tradition. Alors que Sharfat souligne qu'ils ont tous cessé de monter en niveau malgré des lignées si puissantes, le capitaine lui dit que c'est parce qu'ils ont dilué leur sang par le métissage. Sharfat craque finalement et dit qu'il n'a aucune intention d'avoir des enfants avec une esclave humaine, puisqu'il ne fait que s'amuser. Il trouve hilarant de faire croire à des femmes faibles qu'il les a choisies, et de les regarder faire de leur mieux pour lui plaire. Derrière lui, alors qu'Anya et Kia traînent le cadavre de l'esclave, elles disent à Sharfat qu'il est un pervers avec un esprit malade. Puis Sharfat pense qu'il est temps de se débarrasser de Sasha, puisqu'il s'ennuie, et demande au capitaine s'il veut l'exécuter. Le capitaine refuse et se lève, disant qu'il devrait venger Kaido et l'honneur de la reine elfe, même s'il était un raté qui les a abandonnés. Plus tard dans la nuit, alors que Sasha dort dans sa chambre, elle se réveille à cause d'un bruit à l'extérieur de sa maison. À quelque distance, un cercle magique apparaît et construit une tour géante au milieu de la forêt. Ellie apparaît au sommet de la tour et attend que Sasha se présente.
De retour dans sa chambre, Sacha observe la mystérieuse tour depuis sa fenêtre, se demandant si c'est là que Light l'a invité à se rendre. Ailleurs dans la forêt, un elfe transporte des esclaves, lorsqu'il est arrêté par un Orthos féroce. Craignant pour sa vie, l'elfe abandonne les enfants sans défense et s'enfuit, tandis que l'Orthos s'approche d'eux. Le lendemain, le conducteur se rend dans une taverne, où les gens discutent du fait que leur forêt a été envahie par des monstres dangereux. Alors qu'un elfe se demande si les monstres proviennent de la tour géante, l'autre lui dit que leur royaume ne peut même pas l'enquêter, car il manque de personnel. Dans toute la ville, les fonctionnaires du royaume ont mis des primes en échange d'informations sur l'étrange tour. Alors que Light jette un œil à l'une de ces affiches, il est surpris que tant d'elfes se soient rassemblés pour relever ce sombre défi. À proximité, 2 aventuriers elfes ont le béguin pour Nememu. Alors ils commencent à flirter avec elle. Alors qu'ils se vantent d'être de niveau 150, ils disent à Nememu de laisser tomber Gold, le vieux papy de métal, et le garçon à côté d'elle. Cependant, elle les refuse froidement. Alors Light demande poliment aux elfes de la laisser tranquille. Irrités par leur refus, ils tentent de l'attaquer, alors il les arrête avec un sort d'éclair. Le voyant lancer le sort instantanément sans aucune incantation, les elfes réalisent que le groupe de Light n'est autre que les infâmes Fous Noirs. Après cela, tous les elfes reculent devant eux, alors Light part avec son groupe, sachant que la nouvelle se répandra rapidement à leur sujet. Pendant qu'ils s'éloignent, Light espère qu'Aoyuki gère tout parfaitement bien. Pendant ce temps, dans la forêt, un groupe d'elfes utilise une jeune fille enchaînée comme éclaireuse pendant qu'ils explorent prudemment la forêt à la recherche d'informations. Bien que l'un d'eux ait peur des dangers, l'autre lui dit qu'ils utiliseront simplement la fille comme appât pour échapper à toute attaque de monstres. Tandis que les elfes pensent que leur plan est infaillible, la fille trébuche et s'assied pour reprendre son souffle. Cependant, le maître menace de la battre, alors elle se relève pour marcher à nouveau. Alors que l'elfe débite des absurdités arrogantes sur l'inutilité des humains, de la salive goutte soudainement sur sa main. Surpris, il lève les yeux vers l'énorme gueule au-dessus de lui, juste avant que sa tête, sans valeur, ne soit écrasée en morceaux. Voyant le monstre Orthos soulever facilement le corps sans vie de leur ami, les autres elfes restent figés de peur. Puis, le monstre les tue, tous les deux, et s'approche de la jeune fille. Voyant le monstre féroce, elle pense que sa vie est finie, mais il part après avoir reniflé son odeur, avant même qu'elle n'ait eu le temps de célébrer. Des voyous s'approchent, pensant qu'ils ont de la chance de trouver un trésor comme elle, alors que la jeune fille pense que sa vie est sur le point de devenir encore plus misérable juste après avoir retrouvé la liberté, les voyous versent en fait de la potion de guérison sur ses blessures. La petite fille se demande pourquoi ils aident quelqu'un comme elle, puis les voyous commencent à prévoir de lui procurer des vêtements propres, de la nourriture et une canne, tandis que leur chef rapporte à Aoyuki qu'ils ont sauvé une autre personne alors qu'elle se repose au sommet de la tour géante. Ellie lui demande comment se déroule sa mission. Elle se demande s'il est difficile pour Aoyuki de contrôler autant de monstres errant dans la forêt, mais la fille chat dit qu'elle va bien. Surprise, Ellie demande à Aoyuki si elle est également d'accord pour gérer les intrus qui se mettraient en travers de leur plan. Quand elle dit à Ellie que ça va, celle-ci commence à douter d'elle, pensant que Light a mis trop de fardeau sur une seule personne. Ellie pense qu'Aoyuki pourrait faire une erreur en contrôlant les monstres et mettre en danger la vie d'une personne innocente, mais Aoyuki lui dit qu'elle y réfléchit trop. Puis Ellie lui demande si leur seul but est d'agir comme des marionnettes de Light sans réfléchir. Alors Aoyuki lui dit que c'est exactement ce qu'elles sont censées faire. Elle pense que quoi qu'il arrive, elles devraient toujours obéir à leur maître, mais Ellie pense qu'elle est trop extrême en agissant comme un animal de compagnie pour lui. Enragée par sa défiance, Aoyuki menace de la tuer pour avoir douté du plan de leur maître. Complètement intrépide, Ellie demande à Aoyuki si elle pense vraiment pouvoir la battre. La fille chat lui dit qu'elle va essayer, et les choses deviennent sérieuses entre elles deux. Avant qu'elles ne puissent commencer un combat à mort sanglant, les voyous appellent Aoyuki, après avoir atteint la base, alors elles se calment toutes les deux. En bas à la base, ils remettent la jeune fille secourue à un vieil homme qui s'occupe de toutes leurs victimes sauvées. Alors qu'ils la laissent au foyer d'accueil, la jeune fille remercie les voyous, et ils lui disent de prendre soin d'elle. Voyant comment Aoyuki gère soigneusement toutes les vies humaines, Ellie croit enfin qu'elle peut lui faire confiance pour gérer la forêt seule. Plus tard cette nuit-là, Sacha se demande comment elle va rendre visite à Light puisque tous les monstres de la forêt sont trop forts pour elle. Comme elle sait que les chevaliers blancs vont bientôt enquêter sur la zone dangereuse, elle pense que cela la démasquera pour avoir échoué à tuer Light. N'ayant pas d'autre choix, elle décide d'y aller et de l'achever, quoi qu'il arrive. Le lendemain, la royauté et les nobles elfes tiennent une réunion pour discuter de la tour. Assise à la table, le chancelier elfe suggère d'envoyer les chevaliers blancs enquêter sur la zone. Cependant, le capitaine Hardy refuse, disant qu'il n'est pas nécessaire de mobiliser ces puissantes troupes juste pour un petit mystère. Observant leurs échanges tendus, le reste des nobles reste silencieux, puisque seule leur reine est assez puissante pour régler le différend.
Finalement, la reine elfe prend la parole et déclare que le plan de Hardy est le plus sage et leur ordonne d'augmenter les récompenses pour tout aventurier intéressé à explorer la forêt pour eux. Après que le verdict de la reine est rendu, les autres nobles elfes partent, tandis que le chancelier se sent frustré que Hardy ait obtenu ce qu'il voulait. Au final, plus tard, Hardy remercie sa mère, la reine, d'avoir épargné à ses troupes le sale boulot. Sa mère dit qu'il n'y a aucune chance qu'elle mette en danger son précieux petit garçon. Tandis que Hardy pense que le chancelier l'agace en faisant de la politique dans cette situation dangereuse, la reine glousse, amusée par la colère de son fils. Mais il lui dit que ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Il pense que le chancelier veut abolir la monarchie, mais elle pense qu'il n'y a aucune chance qu'il y parvienne avec son fils fidèle à ses côtés. Puis, la reine se lève et dit à Hardy que la tour géante est un problème bien plus important que le chancelier. Alors qu'elle lui dit que cela pourrait détruire tout leur pays, il est surpris. Hardy se demande si un autre seigneur des ténèbres arrive, alors la reine lui dit qu'avec l'aide des autres races combinées, ils peuvent unir leurs forces pour le vaincre. Cependant, elle souligne également que la naissance d'un seigneur des ténèbres déclencherait l'apparition d'un héros parmi la race humaine, ce qui pourrait leur causer beaucoup de problèmes. La reine est frustrée de ne pas pouvoir simplement anéantir toute la race humaine pour éviter ce risque, mais Hardy lui rappelle que s'ils font cela, ils finiront par passer eux-mêmes pour les méchants. Puis, il pense que si les humains produisaient réellement un héros du niveau d'un maestro, les elfes devraient soit s'en faire des amis, soit les tuer pour se protéger. La mention d'un maestro rappelle à Hardy Light, qui était réputé être un maestro il y a quelques années. La reine lui dit que cette personne a été exterminée, car elle n'était pas assez forte, alors Hardy se retourne pour partir. Alors qu'il s'éloigne, Hardy pense que tous les humains méritent d'être anéantis pour avoir causé tant de problèmes à sa précieuse race. Pendant ce temps, dans la cité elfique, le groupe de Light se promène dans les rues. Alors qu'il remarque les deux aventuriers de tout à l'heure les fusiller du regard, il se demande si les deux vont essayer de les attaquer. Derrière eux, Sacha aperçoit le visage de Light et l'interpelle immédiatement. Nimamou et Gold se préparent au combat, mais Light leur dit de rester en arrière. Sacha s'approche de Light, elle lui demande d'enlever son masque. Il lui dit que le masque ne cache que des cicatrices de brûlure sur son visage, mais elle refuse de le croire, et le fait tomber à la place, exposant le visage de Light. Bien que Light ressente l'envie de remettre Sacha à sa place, il la laisse enlever son masque car il veut savourer pleinement sa vengeance au bon moment. Enragé par l'impolitesse de Sacha, Nemomu s'emporte, mais Light la retient. Puis il retire sa capuche, révélant d'horribles cicatrices de brûlure. Sacha est choquée quand elle les voit et réalise qu'il n'est pas la personne qu'elle cherchait, alors elle quitte la zone. Une fois qu'elle est partie, Light est satisfait que les illusions de cicatrices de brûlure aient parfaitement fonctionné pour repousser Sacha, car il aurait été difficile de se contrôler. Il remercie Gold et Nemomu d'être restés en dehors de l'altercation. Gold trouve Sacha complètement insupportable, et Light est d'accord, pensant à la façon dont il est tombé si facilement dans ses mensonges malades toutes ces années auparavant. Puis il rappelle à Gold et Nemomu de se remettre en route et retourne dans la forêt avec eux. Pendant qu'ils courent tous les trois à travers la forêt, les deux elfes de tout à l'heure les poursuivent. Light dit aux idiots de simplement reculer, mais ils refusent de l'écouter. Après un certain temps, ils atteignent un endroit profond dans la forêt où ils sont censés rencontrer certains des serviteurs de Light. Puisque personne n'est là, ils décident de les attendre. Cependant, il est surpris de voir que les elfes parviennent réellement à suivre leur vitesse. Les elfes agissent comme s'ils ne laisseraient pas Light leur échapper, alors ils les félicitent d'avoir du cran. Nememu trouve dommage que ces deux idiots harcèlent les autres au lieu de trouver un vrai travail avec leurs capacités, tandis que les elfes, eux, agissent comme s'ils leur faisaient une faveur. Ils prétendent, maintenant que c'est le plus grand honneur pour un humain, d'être tués par leur sainte race elfique. Fatigués de leurs bavardages incessants, Light appelle Mira pour qu'elle s'occupe d'eux. Comme les elfes ne voient personne d'autre, ils pensent que Light bluffe et commencent à le narguer, se moquant de lui pour faire le malin, juste parce que son groupe est devenu si populaire. Juste à ce moment-là, une femme étrange apparaît soudainement derrière eux. Mira dit aux deux elfes qu'ils ont scellé leur propre destin en insultant son maître. Alors que ses bras s'emparent des elfes, ils se transforment en bouches grotesques et charnues qui les dévorent brutalement, vivants. Une fois que Mira a fini de dévorer ces idiots, Light s'excuse de l'avoir forcé à s'en occuper. Elle le rassure en disant que c'est bon, même si les elfes avaient un goût absolument dégoûtant, elle ne regrette pas de l'avoir fait pour son maître. Gold admet que les capacités de Mira sont vraiment impressionnantes, mais il la trouve un peu terrifiante à côtoyer. Même Nimoumu est d'accord avec lui, bien qu'elle soit toujours contre lui d'habitude, ne prenant pas leurs blagues à cœur. Mira leur rappelle à tous les deux qu'ils ne devraient pas avoir peur, car ils sont tous amis. À ce moment-là, 3 autres serviteurs de Light s'approchent d'un du groupe, menés par une femme de chambre nommée Ice Heat. Après elle, Suzu et Jack arrivent également, prêts pour leur mission dans la forêt. Après que Light les remercie pour leur aide, Ice Heat se tourne vers Suzu et lui dit de montrer le chemin. Suzu hoche la tête, silencieusement.
Alors Ice Heat lui dit d'être plus respectueuse, craignant de contrarier leur maître. Le mousquet de Suzu, Locke, s'excuse auprès de Light. Comme Light sait que Suzu est timide, ça ne le dérange pas qu'elle reste silencieuse. Bientôt, ils se mettent tous en route ensemble et Gold remercie Jack de s'être jointe à l'équipe. Jack lui dit qu'il devait le faire pour le code des frères, puisque Gold était là à travailler dur. Tandis que Gold apprécie sa prévenance, Jack révèle que c'était l'idée d'Ellie de l'envoyer. Il dit aussi qu'il n'abandonnerait jamais son pote Light, mais soudain, toutes les filles commencent à le fusiller du regard. Surpris, Jack demande si elles sont vraiment en colère contre lui pour avoir utilisé un surnom pour leur maître. Tandis que Light reste silencieux, Jack dit aux filles qu'il n'y a pas besoin de formalité, puisqu'ils sont tous des partenaires. Utilisant à nouveau le surnom, il dit aux filles qu'elles ne font que rendre Light plus solitaire en le transformant en une sorte de figure inaccessible. Même Gold devient nerveux en voyant Jack attiser les flammes, et Light dit finalement à Jack de se calmer. Il rappelle aux filles qu'il a un accord avec Jack, donc ça ne le dérange pas qu'il utilise des surnoms pour lui. Bien que les femmes acquiescent immédiatement à la suggestion de Light, l'ambiance devient encore plus pesante dans le groupe à mesure qu'ils avancent. Light soupire, remarquant à quel point Ice Heat a l'air différente en dehors de l'abysse. Il se demande pourquoi elle a opté pour une tenue de combat, alors qu'elle est toujours habillée en femme de chambre dans l'abysse. Ice Heat explique qu'elle suivait une formation de femme de chambre sous la tutelle de May, car elle sera impliquée dans un combat à la surface. Ice Heat a décidé de passer à son équipement de combat pour la mission. Riant de son explication, Mira lui dit de simplement laisser tomber la tenue de femme de chambre, car cela la ralentirait. Cela offense Ice Heat, alors elle rappelle à Mira qu'elle ne peut pas agir de manière aussi inappropriée devant tout le monde juste pour son propre divertissement. Tandis que les deux femmes commencent à se chamailler, Light se sent soulagé d'avoir pu détendre l'atmosphère. Pendant ce temps, Jack demande à Gold s'il a relâché son entraînement pendant son absence, mais Gold secoue naturellement la tête. Voyant les deux s'entendre, Light pense que le groupe ira bien à l'avenir. Il tourne ensuite son attention vers Suzu et explique qu'elle souffre de timidité, donc elle ne se sent à l'aise de parler qu'avec son mousquet, Locke. Light demande ensuite à Nemomu si Suzu est vraiment une fille. Confuse, Nemomu hoche la tête. Alors il explique que la carte de Suzu la montrait en fait comme androgyne. Il devra donc vérifier ce que cela signifie plus tard. De retour à la tour, Ellie attend impatiemment, avec Aoyuki, lorsque le groupe arrive enfin. Dès leur arrivée, Mizuna et les deux autres filles se précipitent pour saluer Light. Bientôt, Ellie les conduit à l'intérieur de la tour géante, révélant une pièce massive et spacieuse. Elle explique que les pièces sont toutes équipées de technologies qu'elle a rétro-ingénierées à partir du noyau de l'abysse, de sorte que la tour est entièrement à l'abri des attaques extérieures. À l'intérieur, ils sont accueillis par un dragon massif. Mais Ellie explique que ce n'est que son animal de compagnie. Elle dit ensuite à Light que le dernier étage a été construit pour servir de salle de mariage pour son acte final. Alors il s'y dirige de tous. Une fois à l'intérieur, Light monte les escaliers et s'assied sur son trône. Et Ellie propose de réitérer leur plan de mission pour tout le monde. Elle commence à expliquer que le plan est de féliciter Sasha pour son mariage imminent avant de lui servir la vengeance qu'elle mérite. Bien qu'elle pense que le plan de Light était complet, Ellie révèle qu'elle y a ajouté quelques modifications pour pimenter davantage sa vengeance. Elle explique que, puisque les chevaliers blancs elfiques sont les guerriers les plus puissants de leur royaume, elle a organisé des affrontements entre eux et leurs soldats pour qu'ils les écrasent. Elle prévoit ensuite de capturer les chevaliers blancs et de couper le pouvoir du royaume elfique, ce qui leur permettrait d'obtenir toutes les informations nécessaires sur les maestros, car ils doivent aussi obtenir plus de renseignements sur les 9 autres races. Ellie a conçu la tour géante pour qu'elle soit une forteresse sécurisée servant de base à leurs opérations. Ensuite, elle invoque un clone d'ombre de Light, expliquant que cela aidera le Black Motley à monter en grade de lui-même pendant qu'il reste en arrière pour observer comment tout se déroule. Ravi de ses préparatifs minutieux, Light félicite Ellie. Elle lui dit qu'Aoyuki attire actuellement Sasha vers la tour géante en utilisant ses bêtes. Dans la forêt, Sasha se sent effrayée par tous les monstres terrifiants qui l'entourent. Cependant, elle continue d'avancer vers la tour géante, car régler les choses avec Light est le seul moyen pour elle de vivre en paix. De retour dans la tour, Light se demande ce qui se passera une fois qu'elle y sera. Alors Ellie lui dit que son animal de compagnie accueillera tous leurs invités. Dehors, quand Sasha voit l'énorme dragon, elle prend peur et recule. Ellie la regarde partir à travers une caméra et dit à Light que Sasha reviendra bientôt avec les chevaliers blancs pour l'aider. Finalement, elle promet d'organiser un affrontement parfait en utilisant leurs soldats contre les elfes, disant que ce sera un spectacle digne du temps de Light. Plus tard cette nuit-là, dans le royaume elfique, Sasha convoque une réunion royale pour discuter de la tour géante. Elle explique à tous les nobles elfes que de nombreux monstres géants rôdent autour de la tour, ce qui a poussé les autres monstres à se disperser vers la zone extérieure de la forêt. Ensuite, elle révèle également que la tour elle-même est gardée par un dragon redoutable, ce qui les choque tous.
Cependant, les nobles elfes refusent de croire une histoire aussi invraisemblable. Pensant qu'il est impossible que de telles créatures puissantes apparaissent de chez de nulle part, Sacha essaie de les convaincre qu'elle dit la vérité. Juste à ce moment-là, le chancelier explique qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont reçu un rapport similaire du Black Motley. Il souligne que malgré 2 sources crédibles trouvant des preuves concordantes, Hardy refuse toujours de mobiliser ses chevaliers blancs et laisse tout le monde faire le sale boulot à sa place. Face à la provocation du chancelier, Hardy reste silencieux avant de finalement déclarer qu'il mènera les chevaliers blancs contre ce dangereux dragon. Après que Hardy quitte la pièce, Sacha demande au chancelier si elle peut accompagner les chevaliers blancs dans leur mission vers la tour géante. Le chancelier révèle qu'il allait la faire les accompagner dès le début, en récompense d'avoir signalé cette information importante. Cependant, il la prévient de prendre un certain objet de la collection de son père avec elle, car elle ne pourra pas contribuer au combat à son niveau de force, et elle accepte. Plus tard, Sacha demande à son père s'il peut lui accorder sa requête. Le lendemain, Hardy rassemble tous les chevaliers blancs et les informe de leur plan de jeu. Alors qu'il explique que Sacha montrera le chemin, Sharfat se demande si elle pourra suivre leur rythme. Elle rassure tout le monde en disant qu'elle ira bien, et Michael propose de protéger Sacha si quelque chose tourne mal. Pendant ce temps, Anya et Kia mentionnent que Sacha les rejoint à cause des ordres du chancelier, portant avec elle l'objet secret de sa famille, tandis que les jumeaux pensent que c'est parce que Michael est un bon ami du chancelier. Sharfat est contrarié que les nobles du royaume mêlent la politique à leur mission. Pendant ce temps, dans la tour, Ellie montre la scène à Light en utilisant sa magie. Il lui demande comment va Sacha, alors elle zoome sur son visage, voyant Sacha travailler d'arrache-pied. Light félicite Ellie de l'avoir amené ici avec son plan méticuleux. Il remarque ensuite sa propre main trembler, réalisant que son corps est secoué. Se demandant quel genre de visage tordu Sacha fera quand il exercera enfin sa vengeance, Light ne peut que prier pour qu'elle arrive le plus tôt possible. De retour dans la forêt, Sharfat se demande si Sacha les mène même sur le bon chemin. Mais elle explique qu'elle a marqué l'itinéraire la dernière fois qu'elle est venue, en montrant les marques sur les arbres. Cependant, elle trébuche sur un chemin difficile, alors Michael la rattrape rapidement. En les regardant se montrer si romantiques dans la forêt brumeuse, Sharfat se demande comment ils peuvent faire ça. De retour à la tour, Ayuki remarque que les chevaliers blancs approchent rapidement. Bientôt, ils arrivent tous devant la tour, où le portail s'ouvre pour les accueillir. De l'intérieur de la tour, 2 orthos géants, ces monstres, s'en vont, et encore plus de monstres sortent. Alors Sharfat se demande s'il devrait attaquer. Hardy lui dit de rester en arrière, car leur principale préoccupation est le dragon, et lui rappelle que le groupe d'aventuriers qu'ils ont engagé lancera également une diversion. Bientôt, des fusées éclairantes s'allument dans la forêt, ce qui attire les énormes monstres à se précipiter vers elles. Après leur départ, le capitaine demande à Sacha si c'était les seuls orthos dans la tour. Quand elle hoche la tête, Hardy dit à son équipe de commencer l'attaque, car la tour est maintenant vide, à l'exception du dragon. Cependant, il rappelle toujours à son équipe de rester sur ses gardes, car la tour pourrait cacher d'autres monstres. Pour infiltrer la zone, Hardy lance un sort de silence qui bloque complètement tout son autour de leur équipe. Surprise par le vide glaçant, Sacha admet que Hardy mérite sa renommée avec ses méthodes terrifiantes. Alors que l'équipe elfique charge dans la tour, Ellie dit à Light de se préparer, car elle est sur le point de lui donner l'apéritif avant son plat principal. Alors qu'ils se précipitent à travers la tour, les elfes marchent soudainement sur un cercle de téléportation caché, ce qui les disperse dans différentes zones. Les regardant piégés dans le labyrinthe de la tour, Light a hâte de voir les elfes se débattre jusqu'à tomber entre ses griffes. C'était l'épisode 9. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.